Comment quelque chose d'aussi vaste que l'univers peut-il provenir de rien? Cette question simple en apparence est au cœur de la cosmologie moderne. Les observations du télescope James Webb, capable de remonter plus de 13,4 milliards d'années dans le passé, montrent un cosmos qui, peu après sa naissance, était déjà peuplé de galaxies. Pourtant, les lois fondamentales de la physique suggèrent qu'il n'y avait au tout début ni matière, ni espace, ni temps. Alors comment le vide, ou ce que nous appelons vide, a-t-il pu engendrer tout cela? Pour comprendre, il faut revenir à un instant inimaginablement bref, environ 10 à la puissance moins 43 secondes après le Big Bang, une période que les scientifiques appellent le temps de Planck. À ce moment, l'univers était plus petit qu'un atome et atteignait des températures proches de 10 à la puissance 32 Kelvin. Dans ce régime extrême, les forces fondamentales que nous connaissons aujourd'hui, gravitation, électromagnétisme, interaction nucléaire forte et faible, n'existaient pas séparément. Elles formaient une seule interaction unifiée, décrite non par la matière mais par les fluctuations d'un champ quantique. Les équations de la mécanique quantique prédisent grosso qu'un vide absolu n'est jamais réellement vide. Même dans l'absence totale de particules, des paires de particules et d'antiparticules apparaissent et disparaissent spontanément en des temps inférieurs à 10 à la puissance moins 21 secondes. Cette agitation du vide, connue sous le nom de fluctuation quantique, pourrait être le mécanisme qui, sous les conditions extrêmes du début du cosmos, a donné naissance à l'espace lui-même. Mais si ce processus explique l'apparition d'énergie, comment cette énergie s'est-elle transformée en matière durable? Et surtout, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Lorsque nous parlons de l'origine de l'univers, notre esprit se heurte immédiatement à une idée déroutante, celle d'un commencement absolu. L'idée même d'un début suggère qu'il y avait un avant, un état précédant tout ce que nous connaissons. Pourtant, selon la science moderne, il n'existait pas d'avant au sens traditionnel, car le temps lui-même n'existait pas. Il n'y avait pas d'espace, pas de matière, pas de lumière, et pourtant, à partir de ce néant apparent, l'univers a émergé. Pour comprendre comment cela est possible, il faut d'abord redéfinir ce que nous entendons par rien. Dans la pensée courante, rien signifie l'absence totale. Mais en physique, le rien n'est jamais vide. Il s'agit d'un état d'énergie minimale, une sorte de toile de fond dynamique sur laquelle la réalité peut surgir. Depuis plusieurs décennies, les physiciens théoriques ont progressivement révélé que ce que nous percevons comme le vide est en réalité un champ vibrant d'activité. Même dans le vide intergalactique, là où l'on croit que rien n'existe, d'infimes particules apparaissent et disparaissent sans cesse. Ce phénomène, confirmé par des expériences en laboratoire, démontre que l'univers possède une structure fondamentale qui n'est pas faite de matière au sens classique, mais d'énergie fluctuante. Ainsi, le néant n'est pas l'absence d'existence, mais un état profond de potentiel. Cette conception renverse radicalement notre intuition. L'univers n'est pas né à partir de rien au sens absolu, mais à partir d'un état où les lois de la nature elles-mêmes suffisent à engendrer la réalité. Pour saisir la nature de ce rien dynamique, il faut remonter à l'époque où l'univers avait une taille inimaginablement petite. Les physiciens estiment qu'à ses débuts, il tenait tout entier dans une région plus petite qu'un proton, et pourtant il contenait déjà toute l'énergie nécessaire à la création des étoiles, des galaxies et des planètes. Cet état d'énergie concentrée n'était pas stable. Dans des conditions aussi extrêmes, les lois classiques s'effacent et laissent en place à des phénomènes qui n'obéissent plus à notre logique quotidienne. Dans ce domaine, les concepts familiers, comme l'espace et le temps, perdent leur signification. La réalité devient un tissu d'événements probabilistes, d'apparitions et de disparitions spontanées. Les premières renards théories qui ont tenté d'expliquer l'origine de l'univers partaient pas de l'idée d'une explosion initiale, un Big Bang surgissant d'un point infiniment dense. Mais cette image populaire, bien qu'utile, est trompeuse. Elle laisse penser qu'il y avait une explosion dans l'espace, alors qu'en réalité, c'est l'espace lui-même qui a commencé à s'étendre. Rien ne s'est propagé dans un vide préexistant. C'est le vide qui est apparu et s'est étendu. Autrement dit, l'univers n'a pas émergé dans un lieu. Il a créé le lieu. Cette distinction subtile est essentielle pour comprendre comment quelque chose peut surgir d'un rien et qu'un ado qui, en réalité, n'en est pas de honte. Un aspect qui est souvent négligé est le rôle du hasard. Dans ce domaine primitif, tout était gouverné par la probabilité. Les fluctuations d'énergie, bien qu'imprévisibles individuellement, suivent des lois statistiques précises.
Il est donc naturel, d'un point de vue scientifique, que certaines de ces fluctuations aient été dépassé un seuil critique, déclenchant un processus d'expansion irréversible. On pourrait comparer cela à une étincelle dans un nuage de gaz hautement instable. La plupart des étincelles s'éteignent, mais une seule peut suffire à déclencher une transformation gigantesque. L'univers, selon cette vision, serait l'aboutissement d'une telle instabilité cosmique, née spontanément dans un océan de possibilités. Cette idée trouve des échos dans les observations actuelles. Grâce aux instruments les plus puissants, les chercheurs étudient la lumière fossile de l'univers, un rayonnement très ancien qui date de près de 14 milliards d'années. Ce rayonnement, que l'on peut détecter dans toutes les directions du ciel, n'est pas parfaitement uniforme. Il présente de minuscules variations de température, des irrégularités à peine perceptibles mais cruciales. Ces infimes différences sont interprétées comme les traces laissées par les fluctuations primordiales. Ce sont elles qui ont servi de germe à la formation de toute la structure cosmique. Sans elles, l'univers serait resté un océan d'énergie sans forme ni complexité. Mais pourquoi ces fluctuations existent-elles en premier lieu? Une explication réside dans la nature même des champs fondamentaux. Selon les théories modernes, même dans un état d'énergie minimale, ces champs ne sont jamais parfaitement stables. Ils vibrent constamment, générant des perturbations aléatoires. Dans certaines régions, ces perturbations deviennent suffisamment importantes pour déclencher des transitions. C'est comme si l'univers tout entier reposait sur une pente infinitésimale. Tôt ou tard, une variation locale finit par rompre l'équilibre et déclenche un changement global. Cette idée ouvre une perspective fascinante. Il n'a peut-être jamais été nécessaire d'avoir une cause extérieure. L'univers aurait pu se produire naturellement par la seule dynamique de ce qui semble être le vide. Cette notion remet en question une idée ancienne, celle selon laquelle tout effet doit avoir une cause. Dans le monde macroscopique, cette relation semble évidente, mais dans l'univers quantique, la causalité prend une forme différente. Les événements ne sont pas nécessairement déterminés par des causes précises, mais par des probabilités inhérentes. Dans ce cadre, demander ce qui a causé l'univers peut être une question mal posée. La bonne question serait peut-être: quelles conditions permettent à un univers d'apparaître spontanément? Et il se pourrait que ces conditions soient non seulement possibles, mais inévitables. À mesure que nous explorons ces idées, nous découvrons également que le concept de néant n'est pas universel. Différentes disciplines lui donnent des sens différents. En philosophie, le rien est l'absence totale d'être. En physique, il est un état riche de propriétés et de lois. Ces lois ne sont pas apparues avec l'univers. Elles semblent être inhérentes à la réalité elle-même. Cela soulève une interrogation vertigineuse. Les lois de la nature sont-elles plus fondamentales que l'univers qu'elles gouvernent? Sont-elles éternelles ou ont-elles elles aussi émergé? Si elles sont éternelles, alors le vide n'est jamais véritablement vide, car il contient au moins ses principes sous-jacents. Cette réflexion conduit à une hypothèse audacieuse. L'univers ne serait pas un événement unique, mais l'expression d'un processus qui se produit sans cesse. Si les fluctuations peuvent engendrer un univers, elles peuvent en engendrer d'autres. Dans ce scénario, notre cosmos ne serait qu'un exemple parmi une multitude potentielle. Cette idée, connue sous le nom de pluralité cosmique, transforme notre compréhension de la réalité. Elle suggère que la naissance de notre univers n'est pas une singularité miraculeuse, mais un phénomène naturel qui pourrait se reproduire ailleurs et autrement. En approfondissant cette perspective, on découvre également que la frontière entre existence et non-existence n'est pas aussi nette qu'on l'imagine. Le vide est une mer d'énergie où les notions de création et de destruction perdent leur sens habituel. Les particules n'y sont pas des objets permanents mais des manifestations temporaires d'un fond invisible. L'univers lui-même pourrait être une manifestation de ce fond, un épisode dans une histoire plus vaste dont nous n'apercevons qu'un fragment. Cela signifie que la question «pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?» pourrait ne jamais avoir de réponse unique. Il se peut que le quelque chose et le rien ne soient que deux aspects d'une même réalité. Ce regard sur les origines nous confronte à nos limites intellectuelles. Nos concepts sont forgés par l'expérience quotidienne, mais ils s'effritent lorsqu'on tente de les appliquer aux conditions extrêmes du commencement. Pourtant, c'est précisément dans ces zones d'incertitude que la science progresse. Chaque découverte, chaque observation nous rapproche un peu plus d'une compréhension globale, même si cette compréhension remet sans cesse en question nos certitudes. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que l'univers est né d'un état d'énergie concentré, qu'il s'est étendu à une vitesse vertigineuse et qu'il continue de s'étendre.
Ce que nous ignorons encore, c'est pourquoi cet état a existé, pourquoi il a changé, et si ce processus est unique. Ces questions restent ouvertes et elles définissent les frontières de notre savoir. Elles nous rappellent aussi que la science ne se contente pas de donner des réponses. Elle apprend à poser de meilleures questions. Mais une question persiste, plus profonde encore. Si le vide est capable d'engendrer l'univers, quelles forces ont façonné ce vide lui-même? Cette interrogation nous conduit vers un territoire encore plus mystérieux, où les notions même de naissance et de cause se dissolvent. C'est là que commence l'exploration de ce que nous appelons le vide créateur, un concept qui pourrait bien contenir la clé de l'existence elle-même. L'idée que le vide puisse être créateur est profondément contre-intuitive. Depuis des siècles, notre langage et notre pensée associent le rien à l'absence totale, absence de matière, d'énergie, de forme, d'événement. Pourtant, la recherche contemporaine montre que le vide n'est ni inerte ni passif. Il est au contraire le théâtre d'une activité incessante, un réservoir d'énergie d'une densité insoupçonnée. Loin d'être un simple décor pour l'univers, il en est peut-être la source même. Pour comprendre cela, il faut d'abord admettre que ce que nous appelons vide est une construction relative, dépendante des conditions dans lesquelles nous l'observons. À grande échelle, l'espace intergalactique semble désert, mais à une échelle plus fine, il fourmille de phénomènes invisibles. Dans les zones les plus éloignées de l'univers, là où aucune étoile ne brille et où la densité de matière est presque nulle, il existe encore un champ d'activité. Des photons de lumière traversent cet espace, des champs électromagnétiques s'y propagent, et surtout, des particules virtuelles y apparaissent et disparaissent continuellement. Ce bouillonnement subtil ne se produit pas malgré le vide, mais à cause de lui. C'est la nature même du vide qui rend possible ce surgissement spontané. Ainsi, l'absence de matière ne signifie pas absence de réalité. Le vide est un état dynamique, traversé par des fluctuations qui sont les briques élémentaires de tout ce qui existe. Cette conception change radicalement notre vision de la création. Au lieu d'imaginer l'univers comme le produit d'un événement externe, une intervention, une cause extérieure, une explosion initiale, nous pouvons désormais le penser comme une émergence naturelle des propriétés du vide. Dans ce cadre, la naissance de l'univers n'est pas une violation des lois physiques, mais leur conséquence la plus profonde. Elle ne nécessite ni miracle ni intervention, seulement l'existence d'un état de potentiel infini. C'est ce potentiel qui, sous certaines conditions, se transforme en énergie et en matière. Mais comment ce potentiel s'actualise-t-il? La réponse se trouve dans le comportement collectif de ces fluctuations. Individuellement, elles apparaissent et disparaissent sans laisser de traces. Mais dans certaines circonstances, elles peuvent s'amplifier mutuellement. Si une région du vide atteint une configuration particulière, elle peut se détacher de son état initial et évoluer de manière autonome. Cette région cesse alors d'être un simple champ fluctuant et devient une réalité en expansion. C'est ce processus d'instabilité qui aurait pu transformer le vide originel en un univers. Ce scénario n'est pas une spéculation pure, il découle de l'observation que des transitions similaires se produisent à différentes échelles dans la nature. Dans les expériences de formes de physique les plus avancées, on observe que des champs apparemment stables peuvent soudainement changer d'état sous certaines conditions. Lorsque cela se produit, une immense quantité d'énergie est libérée, modifiant profondément le système. L'univers pourrait être né d'une transition de ce type, une sorte de changement de phase cosmique. Avant cette transition, il n'y avait rien d'autre que le vide, et après, il y avait l'espace, le temps, l'énergie et la matière. Autrement dit, le vide n'a pas seulement précédé l'univers, il l'a engendré. Cette idée conduit à repenser le rôle du vide dans le fonctionnement actuel du cosmos. Loin d'être une curiosité confinée au début de l'univers, l'énergie du vide influence toujours son évolution. L'expansion de l'univers, par exemple, ne ralentit pas comme on pourrait s'y attendre si seule la matière visible exerçait son influence. Au contraire, elle s'accélère. Cette accélération suggère la présence d'une énergie diffuse qui remplit l'espace et exerce une pression répulsive. Cette énergie est souvent interprétée comme une manifestation contemporaine du vide. Ainsi, le vide ne se contente pas d'avoir donné naissance au cosmos, il continue d'en modeler le destin. Cette perspective bouleverse aussi la frontière entre science et philosophie. Elle soulève des questions sur la nature même de l'existence. Si le vide est capable de créer, alors l'existence n'est peut-être pas un état exceptionnel, mais une propriété fondamentale de la réalité.
Il se peut que l'univers ne soit pas une anomalie surgie d'un néant improbable, mais la forme naturelle que prend le vide lorsqu'il est libre d'évoluer. Cela signifie aussi que l'univers pourrait ne pas être unique. Si les propriétés du vide permettent l'apparition d'un univers, elles peuvent en permettre d'autres. Chaque région de ce vaste champ pourrait, dans certaines conditions, donner naissance à un cosmos distinct, doté de ses propres lois et de sa propre histoire. Ce concept élargit considérablement notre horizon intellectuel. Nous ne vivons peut-être pas dans un univers isolé, mais dans l'une des innombrables manifestations possibles d'une réalité plus profonde. Cette réalité, faite de potentiel pur, serait éternelle et infinie, engendrant sans cesse de nouveaux univers. Certains seraient stériles, d'autres riches et complexes. Le nôtre serait simplement l'un de ceux où les conditions permettent l'émergence de structures, d'étoiles, de planètes, et finalement de la vie consciente capable de contempler tout cela. Cette idée, aussi vertigineuse soit-elle, repose sur un principe simple. Même ce qui semble vide est porteur de possibilités. Cela a des implications qui dépassent largement la cosmologie. Si le vide contient tout en puissance, alors la distinction entre être et non-être s'estompe. Ce que nous appelons création n'est peut-être qu'une transformation d'état, un passage d'un potentiel latent à une réalité manifeste. L'univers n'aurait alors jamais été créé au sens où nous l'entendons habituellement. Il aurait simplement émergé de ce qui était déjà là sous une autre forme. L'étude du vide est donc bien plus qu'une curiosité théorique. Elle nous force à revoir nos intuitions les plus profondes. Elle nous apprend que l'absence apparente peut être la condition nécessaire de la présence, que le silence peut contenir la promesse du son, que l'obscurité peut porter en elle la lumière. Elle nous rappelle que les frontières de notre compréhension sont souvent tracées par notre langage, et que dépasser ces frontières exige de repenser nos concepts fondamentaux. Aujourd'hui, les chercheurs continuent d'explorer cette réalité cachée. Des instruments toujours plus sensibles sondent les régions les plus vides de l'espace à la recherche d'indices sur l'énergie diffuse qui les traverse. Les expériences tentent de recréer en laboratoire des conditions semblables à celles de l'univers primordial, pour comprendre comment le vide se transforme en matière. Chaque avancée révèle de nouveaux détails, mais aussi de nouvelles énigmes. Car plus nous en apprenons sur le vide, plus il apparaît comme un acteur central de la réalité, un acteur que nous commençons à peine à comprendre. Mais si le vide peut engendrer l'univers, il soulève une question encore plus fondamentale. D'où vient-il lui-même? Si tout ce qui existe découle d'un état initial, ce dernier possède-t-il une origine? Ou bien le vide est-il éternel, sans commencement ni fin, un fondement ultime dont toute existence découle? Ces interrogations marquent les limites actuelles de notre savoir. Elles nous rappellent que chaque réponse ouvre la voie à des questions plus profondes encore. C'est à ce point précis que la recherche scientifique rejoint la réflexion philosophique. La science peut décrire comment l'univers est né, mais la question de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien demeure ouverte. Peut-être qu'un jour, en explorant encore plus loin la nature du vide, nous découvrirons que la réponse ne se trouve pas dans un événement passé, mais dans une propriété éternelle de la réalité elle-même. Et si tel est le cas, comprendre le vide, c'est peut-être comprendre non seulement l'origine de l'univers, mais aussi le sens même de l'existence. Pourtant, une énigme subsiste. Si l'univers a émergé d'un vide créateur, qu'en est-il de ce qui s'est produit immédiatement après? Comment cette expansion initiale, née d'un potentiel latent, a-t-elle évolué pour donner naissance à l'espace et au temps que nous connaissons? C'est dans ce basculement du possible vers le réel que se cache l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire cosmique, celui du temps zéro. Il est si difficile d'imaginer un instant aussi bref qu'un commencement absolu. Pourtant, l'histoire de l'univers commence précisément dans un moment dont la durée défie notre intuition. C'est l'instant où le temps, tel que nous le connaissons, a pris naissance, le moment où l'espace, jusque-là inexistant, a commencé à se déployer. Appeler cet instant temps zéro est une convention, car il ne s'agit pas vraiment d'un point dans une chronologie préexistante. C'est plutôt le point à partir duquel la chronologie devient possible. Avant cela, il n'y avait ni d'avant ni d'après. La notion même de succession d'événements perd son sens. Ce moment n'a pas été observé directement et il ne le sera probablement jamais. Pourtant, en combinant les lois connues de la physique avec les observations les plus lointaines que nous pouvons faire, les scientifiques parviennent à reconstruire ce qui s'est passé dans les tout premiers instants.
Juste après le point initial, l'univers était dans un état d'énergie si extrême que les conditions dépassaient tout ce que nous pouvons reproduire sur Terre. L'espace n'était pas vide. Il était saturé d'un mélange dense et homogène d'énergie pure, un brouillard incandescent d'une intensité inimaginable. Les notions de particules distinctes ou de structures organisées n'avaient pas encore de sens. La réalité ressemblait davantage à un océan d'énergie en fusion, sans forme définie. Dans cette phase initiale, les lois de la physique telles que nous les comprenons aujourd'hui n'étaient pas encore séparées. Les forces fondamentales n'existaient pas sous leur forme actuelle. Elles étaient fusionnées dans une seule interaction. Cette fusion n'était pas simplement un détail technique, elle signifie que l'univers n'était pas encore organisé de la manière dont il l'est aujourd'hui. Ce n'est qu'en se refroidissant très légèrement, en une fraction infinitésimale de seconde, que cet état a commencé à se transformer. Les forces se sont différenciées, chacune acquérant des propriétés distinctes. Ce processus a façonné le comportement futur de la matière et de l'énergie, déterminant la structure même de l'univers. À mesure que ce refroidissement progressait, l'univers a connu une phase d'expansion d'une rapidité vertigineuse. Cette expansion, parfois décrite comme une inflation, n'a rien d'une explosion ordinaire. Elle ne s'est pas produite dans un espace déjà existant, elle a créé l'espace lui-même. En un temps incroyablement court, l'univers a grandi de façon exponentielle, passant d'une taille microscopique à des dimensions bien plus vastes. Cet épisode a eu des conséquences déterminantes. Il a aplani la structure de l'univers, réparti son énergie de façon homogène et créé les conditions initiales qui allaient en permettre la formation des grandes structures cosmiques. Mais ce processus n'a pas été parfaitement uniforme. Des variations infimes dans la densité d'énergie, présentes dès les premières fractions de seconde, ont laissé des marques indélébiles. Elles sont devenues les graines autour desquelles la matière allait s'agglutiner pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Sans ces irrégularités minuscules, l'univers aurait pu rester lisse et homogène, sans jamais donner naissance à la complexité que nous observons aujourd'hui. Ainsi, même les fluctuations les plus infimes ont eu des conséquences cosmologiques majeures. Le temps zéro soulève aussi une question fondamentale. Pourquoi ce processus s'est-il produit ? D'après notre compréhension actuelle, il n'existe pas de cause extérieure identifiable. L'univers ne semble pas avoir été déclenché en s'écrouler par un événement spécifique. Au lieu de cela, il apparaît que les conditions initiales, ou plutôt leur absence, rendaient en fait inévitable l'apparition d'un univers. Cette idée bouleverse notre conception traditionnelle de la causalité. Nous sommes habitués à penser que tout effet doit avoir une cause, mais à cette échelle extrême, les notions de cause et d'effet perdent leur signification. Le surgissement de l'univers pourrait n'être qu'une conséquence naturelle des propriétés fondamentales de la réalité. Cette absence de cause identifiable ne signifie pas que tout est arbitraire. Au contraire, les premières étapes de l'univers obéissent à des lois d'une précision extraordinaire. Ces lois dictent la vitesse d'expansion, la distribution de l'énergie et l'évolution des structures. Elles déterminent comment la matière et l'antimatière interagissent, pourquoi certaines particules dominent sur d'autres et comment l'énergie se transforme en matière. Même si nous ne connaissons pas encore l'origine de ces lois, leur présence dès le temps zéro suggère que l'univers n'était pas un accident aléatoire, mais le résultat d'un ordre sous-jacent. Un autre aspect fascinant de cette période concerne la naissance de l'espace et du temps eux-mêmes. Nous avons tendance à imaginer l'univers comme une chose qui se déplace dans un espace préexistant. Mais l'espace est né avec l'univers. Il n'y avait pas de dehors dans lequel il pouvait s'étendre. De même, le temps n'a pas commencé à s'écouler dans un cadre vide. Il a émergé avec les événements eux-mêmes. Cela signifie que poser la question de ce qui existait avant le temps zéro n'a pas de sens dans ce contexte. Il n'y avait pas d'avant car il n'y avait pas de temps. Pourtant, cette idée laisse ouverte de nombreuses interrogations. Si l'espace et le temps sont apparus à ce moment-là, cela signifie-t-il qu'ils sont des propriétés émergentes plutôt que fondamentales ? Sont-ils des conséquences de processus plus profonds que nous ne comprenons pas encore ? Si c'est le cas, il se pourrait que notre univers ne soit qu'une manifestation parmi d'autres de réalités plus vastes, où les notions même d'espace et de temps prennent des formes radicalement différentes. Les scientifiques tentent aujourd'hui de sonder cette frontière entre le néant et l'existence. Ils utilisent les signaux les plus anciens que nous puissions détecter,
comme le rayonnement fossile qui baigne l'univers, pour remonter le plus loin possible vers le temps zéro. Chaque observation apporte un fragment d'information sur ce qui s'est produit dans les tout premiers instants. Des projets ambitieux visent à détecter des traces encore plus anciennes, comme les ondes fossiles de l'expansion initiale, qui pourraient tant nous donner un aperçu direct de ce moment fondateur. Même si nous ne pourrons probablement jamais observer directement le temps zéro, nous pouvons en comprendre les conséquences. Tout ce qui existe aujourd'hui, galaxies, étoiles, planètes, vie, découle de conditions établies dans les premières fractions de seconde. Les lois qui régissent la gravité, la lumière, la matière et l'énergie trouvent leur origine dans cette phase initiale. Comprendre ce qui s'est passé alors, c'est comprendre pourquoi l'univers est tel qu'il est. Ce moment fondateur est aussi un point de rencontre entre science et métaphysique. Il nous confronte à des questions qui dépassent la simple description des faits. Pourquoi les lois de la nature sont-elles ce qu'elles sont? Pourquoi existent-elles plutôt que rien? Pourquoi l'univers a-t-il la capacité d'évoluer vers la complexité? Ce sont des questions auxquelles la science ne peut pas encore répondre pleinement, mais elles orientent dans ses recherches. En fin de compte, le temps zéro n'est pas seulement le début de l'univers, il est aussi le début de notre ignorance. Chaque réponse que nous découvrons soulève de nouvelles interrogations, et chaque avancée repousse les limites de notre compréhension. Peut-être qu'un jour, nous parviendrons à expliquer non seulement comment l'univers a commencé, mais pourquoi il devait commencer. Peut-être découvrirons-nous que le commencement n'était pas un événement singulier, mais une phase d'un cycle plus vaste. Ou peut-être comprendrons-nous que l'univers est, d'une certaine manière, éternel, qu'il n'a ni commencement ni fin, seulement des transformations perpétuelles. Mais avant d'envisager de telles hypothèses, il faut examiner un détail souvent négligé mais fondamental. Ces minuscules irrégularités présentes dès les premières fractions de seconde, car c'est à partir d'elles que tout ce que nous connaissons, galaxies, étoiles, planètes et vie, a pu émerger. Comprendre leur origine, c'est comprendre comment le chaos initial a semé l'ordre cosmique. C'est l'histoire des fluctuations initiales, les empreintes primordiales de la naissance du cosmos. Lorsque l'on contemple le ciel nocturne et que l'on voit la répartition apparemment aléatoire des galaxies, des amas stellaires et des nuages de gaz, il est difficile d'imaginer que tout cela trouve son origine dans des irrégularités presque imperceptibles, présentes dès les premiers instants de l'univers. Pourtant, c'est exactement ce que révèlent les observations les plus précises du cosmos. L'univers primordial, loin d'être parfaitement homogène, contenait de minuscules variations dans la densité de son énergie. Ces variations, bien que ténues, ont été amplifiées par l'expansion cosmique et ont servi de graine à toute la structure que nous voyons aujourd'hui. Sans elles, l'univers serait resté uniforme, dépourvu d'étoiles, de galaxies et de planètes. Ces fluctuations ne sont pas un détail secondaire de l'histoire cosmique, elles en sont l'un des éléments fondateurs. Leur origine remonte à un moment où l'univers n'était qu'un océan d'énergie bouillonnante. Dans cet état, les différences de densité n'étaient pas dues à des processus macroscopiques, mais à des phénomènes profondément enracinés dans la nature même de la réalité. Ce que nous appelons des fluctuations sont en réalité des expressions de l'incertitude fondamentale, inhérente à toute forme d'énergie. Même dans un état que l'on qualifierait de parfaitement homogène, des variations apparaissent spontanément. Elles sont inévitables, car elles découlent de la dynamique même du vide et de l'énergie. Ces variations minuscules ont eu un destin spectaculaire. À mesure que l'univers s'est étendu, elles ont été étirées à des échelles gigantesques. Dans certaines régions, une légère surdensité a attiré davantage de matière, ce qui a encore accru la densité locale. Dans d'autres, une sous-densité a repoussé la matière vers l'extérieur. Ce processus d'instabilité gravitationnelle a été progressif mais inexorable. Il a façonné la distribution de la matière à grande échelle et tracé la carte de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ainsi, les structures les plus monumentales de l'univers, amas de galaxies, filaments cosmiques, superamas, trouva leur origine dans des différences d'une infime fraction. Pour comprendre l'importance de ces fluctuations, il suffit d'observer le rayonnement fossile qui baigne l'univers. Ce rayonnement, vestige de l'époque où l'univers était encore jeune et chaud, porte l'empreinte des variations de densité d'origine. Il révèle une carte du cosmos tel qu'il était environ 380 000 ans après son commencement. À cette époque, l'univers était devenu suffisamment froid pour que la lumière puisse se propager librement, libérant ce rayonnement dans toutes les directions. Ce que l'on voit dans cette lumière fossile, ce sont les premières traces de structure,
des zones légèrement plus denses, où la matière allait tout s'agréger, et des zones légèrement moins denses mais qui allaient devenir les vastes vides cosmiques. Ces observations ont une portée considérable. Elles confirment que les fluctuations initiales ne sont pas un artefact théorique, mais une réalité observable. Elles nous permettent aussi de remonter très loin dans le passé cosmique, bien plus loin que ne le permet l'observation directe des galaxies. En étudiant leur distribution et leur intensité, les scientifiques peuvent les déduire les conditions qui régnaient dans l'univers bien avant la formation des premières étoiles. Ils peuvent de même tester certaines hypothèses sur la manière dont ces fluctuations sont apparues. L'une des hypothèses les plus fascinantes est que ces irrégularités sont le résultat direct de l'expansion rapide de l'univers dans ses premières fractions de seconde. Pendant cette phase d'expansion fulgurante, les fluctuations microscopiques ont été projetées à des échelles astronomiques. Cela signifie que des variations initialement infimes, trop petites pour influencer quoi que ce soit, ont été agrandies au point de devenir déterminantes. Si ce scénario est correct, il explique non seulement l'origine des structures, mais aussi leur distribution. L'univers ne serait pas structuré de manière aléatoire, mais selon un schéma dicté par les caractéristiques mêmes de cette expansion initiale. Un autre aspect remarquable de ces fluctuations est leur universalité. Elles ne concernent pas seulement la matière visible, mais aussi les composants invisibles de l'univers. Elles ont influencé la répartition de la matière dite noire, une forme de substance qui n'émet pas de lumière mais exerce une influence gravitationnelle. Elles ont également affecté l'évolution de l'énergie diffuse qui remplit l'espace. En d'autres termes, elles ont déterminé non seulement la forme de l'univers visible, mais aussi celle de son architecture invisible. Il est intéressant de noter que ces fluctuations ont également façonné la chronologie cosmique. Les régions légèrement plus denses se sont effondrées plus rapidement sous l'effet de la gravité, formant des étoiles et des galaxies plutôt que d'autres régions. Celles qui étaient plus diffuses ont pris plus de temps à se structurer. Ainsi, la distribution actuelle des galaxies n'est pas seulement une question de position dans l'espace, mais aussi une question de moment dans le temps. Les fluctuations initiales ont agi comme un horloge cosmique, dictant où et quand les grandes structures allaient apparaître. En observant l'univers aujourd'hui, nous pouvons encore voir les traces de ce processus. Les galaxies se regroupent en filaments gigantesques séparés par d'immenses vides, non vides. Ces structures sont la signature à grande échelle des variations minuscules présentes dans l'univers naissant. Elle nous rappelle que l'ordre cosmique n'est pas le résultat d'un plan préétabli, mais d'une amplification progressive de l'irrégularité. Ce concept a aussi des implications profondes pour notre compréhension de la complexité. Il suggère que la diversité que nous observons aujourd'hui, des planètes aux êtres vivants, trouve son origine dans des différences presque insignifiantes. Cela remet en question l'idée selon laquelle la complexité nécessite des conditions initiales complexes. Au contraire, elle peut émerger naturellement d'un système simple pour peu que de légères variations soient présentes dès le départ. Cette idée, que l'on retrouve dans de nombreux domaines scientifiques, de la biologie à la météorologie, est particulièrement frappante lorsqu'on l'applique à l'univers lui-même. Mais la question demeure, pourquoi ces fluctuations existent-elles ? Pourquoi l'univers n'est-il pas né parfaitement uniforme ? La réponse réside probablement dans la nature même de l'énergie initiale. Dans tout système dynamique, l'uniformité parfaite est instable. Même la plus petite perturbation tend à croître avec le temps. Dans l'univers primordial, ces perturbations étaient inévitables, car elles étaient inscrites dans les propriétés mêmes du vide et de l'énergie. Elles n'étaient pas des anomalies, mais une conséquence naturelle de la réalité. Cette idée change notre manière de penser l'univers. Elle nous invite à le voir non pas comme un mécanisme rigide, mais comme un système capable d'auto-organisation. L'ordre cosmique n'a pas été imposé de l'extérieur, il a émergé de l'intérieur. Les galaxies, les étoiles et les planètes ne sont pas des exceptions à une règle uniforme, mais l'aboutissement d'un processus d'amplification naturelle. Aujourd'hui, les scientifiques continuent encore d'explorer les conséquences de ces fluctuations. Ils construisent donc des cartes tridimensionnelles de l'univers, retraçant la distribution de la matière à des échelles colossales. Ils comparent ces observations avec les prédictions issues de modèles cosmologiques pour tester notre compréhension de l'univers primitif. Chaque nouvelle mesure affine notre image de ces premiers instants et nous rapproche de la réponse à une question fondamentale. Comment le chaos primordial s'est-il transformé en ordre cosmique ?
Il est fascinant de constater que notre existence même est le résultat de ces minuscules différences. Si les fluctuations avaient été légèrement plus faibles, la matière n'aurait peut-être jamais formé de galaxies. Si elles avaient été légèrement plus fortes, l'univers se serait effondré sur lui-même avant que la vie ne puisse apparaître. L'équilibre était incroyablement subtil, et pourtant il a été atteint. Cela souligne à quel point les conditions initiales étaient déterminantes et à quel point elles étaient fines. Ces réflexions nous amènent à une conclusion étonnante. L'univers tel que nous le connaissons est le produit d'une série d'instabilités créatives. Le chaos apparent des débuts n'était pas un obstacle à la formation de structures, il en était la condition préalable. Sans désordre, il n'y aurait pas d'ordre. Sans fluctuation, il n'y aurait pas de galaxie. Sans irrégularité, il n'y aurait pas de vie. Mais une question reste en suspens, plus vaste encore que celle de l'origine des fluctuations. Comment cet univers en gestation a-t-il transformé ce foisonnement d'irrégularités en un espace cohérent et en expansion ? Pour comprendre cette transition, il faut se pencher sur un phénomène qui a profondément façonné le destin cosmique, la naissance même de l'espace. C'est ce phénomène, plus rapide que tout ce que nous pouvons imaginer, qui a donné forme au cosmos en l'étirant à des échelles inconcevables. Parler de la naissance de l'espace revient à décrire l'un des événements les plus étranges et les plus fondamentaux de l'histoire cosmique. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'univers ne s'est pas développé dans un vide préexistant, comme une explosion qui s'étend dans une salle vide. L'espace lui-même n'existait pas avant. C'est lui qui a commencé à se déployer, et c'est ce déploiement qui a créé le lieu où l'univers allait s'étendre. Cette distinction subtile change tout. Elle signifie que la question dans quoi l'univers s'est-il dilaté n'a pas de réponse, car il ne s'est dilaté dans rien. C'est ce rien qui s'est transformé en quelque chose, et ce quelque chose est l'espace. Ce processus a commencé presque immédiatement après les premières fractions de seconde. L'univers, alors minuscule, était dans un état d'énergie extrême, dense et uniforme. Dans cet état, il n'existait pas encore de structure, pas de galaxies, pas même d'atomes. Il n'y avait qu'un champ d'énergie en expansion rapide. C'est dans cette phase que s'est produit un phénomène d'une intensité difficile à concevoir. Une expansion si rapide que l'espace lui-même s'est dilaté bien plus vite que la lumière ne pourrait se déplacer. Cette idée ne contredit pas les lois de la nature, car ce n'est pas la matière qui voyageait à une telle vitesse, mais l'espace lui-même qui s'étirait. Cette expansion fulgurante a eu des conséquences profondes. Elle a aplani les irrégularités de l'univers, rendant sa structure globale homogène et isotrope. Elle a étiré les fluctuations initiales à des échelles cosmologiques, leur permettant de devenir les graines des futures galaxies. Elle a également fixé les conditions de densité et de température qui allaient gouverner toute l'histoire de l'univers. Sans cette phase d'expansion, l'univers aurait pu rester chaotique, fragmenté ou trop dense pour évoluer vers la complexité que nous connaissons. Mais comprendre la naissance de l'espace ne consiste pas seulement à décrire une expansion rapide, c'est aussi comprendre un changement de nature. L'espace n'est pas un simple contenant vide, il est une entité dynamique qui interagit avec la matière et l'énergie. Sa structure peut se courber, se dilater ou se contracter. Il peut influencer le mouvement des corps célestes et être lui-même influencé par leur présence. Ce que nous appelons espace est en réalité une propriété fondamentale de la réalité, intimement liée à la matière, à l'énergie et au temps. Sa naissance marque donc un changement radical dans la nature même de l'existence. L'expansion initiale a également défini la structure à grande échelle de l'univers. Elle a déterminé la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres, la taille des vides cosmiques et même la géométrie globale du cosmos. Aujourd'hui encore, des milliards d'années plus tard, l'univers continue de s'étendre. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'espace entre elles s'étire et le tissu même du cosmos se dilate. Cette expansion n'est pas un vestige du passé. Elle est un processus toujours en cours, héritage direct des premiers instants. Ce phénomène révèle aussi une vérité fondamentale. L'espace n'est pas une toile figée sur laquelle les événements se déroulent, mais un acteur actif de l'histoire cosmique. Il n'existe pas indépendamment de l'univers. Il évolue avec lui. Cette idée profondément différente de la vision classique d'un espace absolu et immuable change notre manière de penser la réalité. Elle signifie que l'univers n'est pas un objet qui se déplace dans un espace fixe, mais un système dans lequel l'espace lui-même participe à l'évolution.
L'expansion initiale n'a pas seulement façonné la structure globale de l'univers, elle a également influencé la naissance de la matière. À mesure que l'espace s'étirait, l'énergie qui le remplissait s'est refroidie. Ce refroidissement a permis la formation des particules élémentaires, puis des atomes. Sans l'expansion, la température serait restée trop élevée pour que la matière stable se forme. L'espace en croissance a donc créé les conditions nécessaires à l'existence de tout ce qui compose aujourd'hui l'univers. Il est fascinant de penser que ce processus continue de façonner notre réalité actuelle. Aujourd'hui, les galaxies s'éloignent les unes des autres à mesure que l'espace entre elles s'étend. Les grandes structures cosmiques se dilatent et même les distances entre les amas galactiques augmentent. L'univers ne cesse de s'agrandir et cette croissance accélérée suggère qu'il pourrait continuer indéfiniment. Si tel était le cas, les galaxies les plus éloignées finiront par disparaître de notre horizon d'observation emportées par l'expansion. Dans un futur lointain, notre univers observable pourrait ne contenir que notre galaxie et ses voisines proches. Ce scénario soulève des questions vertigineuses. L'expansion de l'espace a-t-elle un début et une fin, ou est-elle un processus éternel ? Est-il possible qu'elle s'arrête un jour, ou même qu'elle s'inverse ? Les réponses dépendent de la nature de l'énergie qui gouverne cette expansion. Si elle est restée constante, l'univers continuera de s'étendre pour toujours. Si elle varie, d'autres scénarios sont possibles, y compris celui d'un univers qui finit par se contracter. La naissance de l'espace n'est donc pas seulement un événement passé, c'est un phénomène qui continue de déterminer notre avenir cosmique. Elle relie le commencement du temps à son évolution future, du chaos initial aux structures les plus complexes. Elle nous rappelle que l'univers est en perpétuel changement, qu'il n'est pas un état figé mais un processus en mouvement. Ce processus nous confronte aussi à une question plus profonde. Qu'est-ce que l'espace, au juste ? Est-il une entité physique, un champ, une relation entre objets, ou simplement une description mathématique de la réalité ? Ces questions ne sont pas seulement philosophiques, elles sont au cœur de la recherche scientifique actuelle. De nouvelles théories suggèrent que l'espace pourrait être une propriété émergente, résultant de phénomènes plus fondamentaux encore. Dans ce cas, la naissance de l'espace serait elle-même le produit d'une structure plus profonde, encore invisible à nos instruments. Quoi qu'il en soit, l'expansion initiale a laissé des traces observables que nous pouvons étudier aujourd'hui. Elle a déterminé la distribution des galaxies, l'intensité du rayonnement fossile et la courbure globale de l'univers. En observant ces signatures, les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace depuis sa naissance jusqu'à son état actuel. Chaque observation affine notre compréhension et rapproche la science de réponses plus complètes. Mais une énigme demeure. Si l'espace est né et s'est étendu, qu'est-ce qui a dicté la forme de cette expansion ? Pourquoi l'univers a-t-il suivi ce chemin précis plutôt qu'un autre ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à une force subtile mais essentielle qui a modelé le destin cosmique dès les premiers instants, la gravité. Car sans elle, l'espace se serait peut-être étendu indéfiniment sans jamais s'organiser. C'est la gravité qui, paradoxalement, a donné forme au vide, sculpté les structures et transformé l'expansion en cosmos. C'est vers cette force fondamentale, souvent considérée comme banale mais en réalité décisive, que nous devons désormais tourner notre regard. Parmi toutes les forces qui façonnent l'univers, la gravité est sans doute la plus familière et la plus mystérieuse à la fois. Nous en faisons l'expérience chaque jour, car elle retient nos pieds sur Terre et maintient les planètes en orbite autour du Soleil. Pourtant, son rôle dépasse de loin ses manifestations quotidiennes. Dès les premiers instants après la naissance de l'univers, la gravité a été l'architecte silencieuse qui a transformé un océan d'énergie en un cosmos structuré. Elle a rassemblé la matière dispersée, formé des étoiles, tissé des galaxies et sculpté la toile cosmique qui s'étend sur des milliards d'années-lumière. Sans elle, l'univers serait resté un brouillard diffus, sans structure ni complexité. Ce qui rend la gravité particulièrement fascinante, c'est sa nature paradoxale. Elle est la plus faible des forces fondamentales, et pourtant c'est elle qui domine à grande échelle. Dans l'univers primordial, cette faiblesse a été un avantage. Elle n'a pas interrompu l'expansion rapide de l'espace, mais elle a commencé, lentement et discrètement, à exercer son influence sur les fluctuations initiales. Là où la densité était légèrement plus élevée, la gravité a attiré encore plus de matière, accentuant les différences. Là où la densité était moindre, elle a laissé la matière s'éloigner. Ce processus d'amplification a transformé les variations infimes de densité en structures macroscopiques.
L'un des aspects les plus remarquables de la gravité est qu'elle ne se contente pas d'agir sur la matière, elle façonne l'espace lui-même. Elle ne tire pas les objets comme une corde invisible, elle modifie la géométrie de l'univers. Dans les régions denses, elle courbe l'espace, créant des vallées dans lesquelles la matière tombe naturellement. Cette vision transforme notre compréhension de l'univers. La gravité n'est pas simplement une force agissant dans l'espace, elle est une manifestation de la structure même de l'espace. Elle relie l'énergie à la matière et la géométrie dans un ensemble cohérent. Cette interaction entre gravité et expansion a joué un rôle déterminant dans l'histoire cosmique. Au départ, l'univers s'est dilaté trop rapidement pour que la gravité puisse rassembler la matière, mais à mesure que l'expansion ralentissait, son influence est devenue de plus en plus importante. Les régions légèrement plus denses ont commencé à s'effondrer sous leur propre poids, formant les premières étoiles et galaxies. C'est grâce à ce processus que les structures cosmiques ont pu émerger d'un univers initialement uniforme. Sans la gravité, il n'y aurait eu ni étoiles, ni planètes, ni vie. La gravité a également eu un impact sur l'évolution à grande échelle de l'univers. Elle a déterminé la vitesse à laquelle l'expansion ralentissait, influencé la formation des amas de galaxies et façonné la structure du cosmos observable. Elle a même dicté le destin ultime de l'univers. Si la gravité avait été légèrement plus forte, elle aurait pu inverser l'expansion, provoquant un effondrement général. Si elle avait été plus faible, l'univers se serait dilaté trop rapidement pour permettre la formation de structures. Le fait que notre cosmos se trouve dans une zone d'équilibre si étroite est l'un des grands mystères de la cosmologie. Cette délicate balance soulève une question profonde. La gravité est-elle une propriété fondamentale de la nature ou une émergence d'un principe plus profond ? Certaines théories modernes suggèrent que la gravité pourrait ne pas être une force fondamentale, au même titre que les autres. Elle pourrait plutôt émerger de l'organisation collective de l'espace et du temps, un peu comme la température émerge du mouvement collectif des molécules. Si cette idée est correcte, alors comprendre la gravité revient à comprendre la structure la plus profonde de la réalité. Ce concept ouvre une perspective fascinante sur les débuts de l'univers. Dans les premières fractions de seconde, l'espace et le temps étaient dans un état encore indéterminé. Si la gravité est une propriété émergente, alors elle a peut-être évolué en même temps que ces entités. Sa naissance aurait coïncidé avec celle de l'espace et elle aurait progressivement acquis sa forme actuelle à mesure que l'univers se développait. Cette idée pourrait expliquer pourquoi la gravité joue un rôle si particulier dans la formation des structures. Elle serait le reflet même de l'architecture du cosmos. À mesure que l'univers a mûri, la gravité a continué d'agir comme un sculpteur patient. Dans les régions denses, elle a fait naître des étoiles alimentées par des réactions internes capables de transformer l'hydrogène en éléments plus lourds. Ces étoiles ont ensuite explosé, dispersant ces éléments dans l'espace. La gravité les a rassemblés à nouveau, formant de nouvelles générations d'étoiles, de planètes et finalement de systèmes capables d'abriter la vie. Chaque étape de ce processus dépendait de la gravité, et chaque structure visible aujourd'hui en porte l'empreinte. Mais son influence ne se limite pas à la matière visible. Elle agit également sur les formes invisibles qui composent la majeure partie de l'univers. Elle régit le comportement de la matière sombre, une substance mystérieuse qui ne brille pas mais dont l'attraction façonne les galaxies. Elle détermine aussi l'évolution de l'énergie diffuse qui accélère l'expansion de l'univers. En d'autres termes, la gravité relie toutes les composantes du cosmos, visibles ou non dans un réseau cohérent. Il est frappant de constater que cette force apparemment simple gouverne des phénomènes d'une incroyable complexité. Elle est responsable de l'orbite des planètes, de la rotation des galaxies, de la dynamique des amas et même de la trajectoire de la lumière. Elle relie l'infiniment petit à l'infiniment grand, de la chute d'un objet sur Terre à la formation de structures sur des milliards d'années-lumière. Cette universalité en fait l'un des piliers de notre compréhension de l'univers. Pourtant, malgré son importance, la gravité demeure en partie un mystère. Nous savons comment elle agit, mais nous ne savons pas pleinement pourquoi elle agit ainsi. Son intégration avec les autres forces reste l'un des grands défis de la science moderne. Les chercheurs tentent de la relier à des théories plus fondamentales de la réalité, dans l'espoir de découvrir une description unifiée de la nature. Ces efforts pourraient en révéler non seulement la véritable nature de la gravité, mais aussi des aspects encore inconnus de l'univers. L'histoire de la gravité est aussi celle de la complexité cosmique.
C'est elle qui a permis aux fluctuations initiales de se transformer en galaxies. C'est elle qui a façonné l'espace, transformant un océan d'énergie en un paysage structuré. C'est elle, enfin, qui a créé les conditions permettant l'apparition de la vie. Chaque étoile, chaque planète, chaque être vivant est le résultat indirect de son action. Même notre existence dépend d'un équilibre subtil entre expansion et attraction. Mais la gravité ne s'est pas contentée de structurer la matière. Elle a aussi joué un rôle crucial dans l'émergence d'un autre élément fondamental, la masse. Car si la gravité agit sur la matière, elle dépend aussi de la masse de celle-ci. Cela soulève une question essentielle. D'où vient la masse qui permet à la gravité de s'exercer? La réponse à cette question nous conduit vers un autre acteur fondamental de l'histoire cosmique, un champ invisible qui a donné leur poids aux particules et permis à l'univers d'acquérir sa substance. Pour comprendre comment l'univers est passé d'un état d'énergie diffuse à un monde de matière concrète, il faut explorer le rôle déterminant de ce champ omniprésent. C'est lui qui, silencieusement, a donné corps au cosmos. Il est impossible de raconter l'histoire de l'univers sans évoquer un élément qui, bien qu'invisible, a joué un rôle absolument central dans sa transformation, le champ de Higgs. Sans lui, la matière telle que nous la connaissons n'existerait pas. Il n'y aurait pas de particules stables, pas d'atomes, pas d'étoiles, ni de galaxies. L'univers serait resté un océan d'énergie sans structure. Le champ de Higgs est la clé qui a permis à l'univers de passer d'un état immatériel à un monde de substance. C'est lui qui a conféré leur masse aux particules fondamentales et rendu possible la complexité du cosmos. Dans les premiers instants qui ont suivi la naissance de l'univers, il n'existait que des particules sans masse voyageant à la vitesse de la lumière. Dans un tel univers, rien ne pouvait se combiner ou s'assembler. Il n'y aurait eu aucune possibilité de former des structures durables. C'est l'apparition du champ de Higgs, quelques fractions de seconde après le commencement, qui a changé la donne. Ce champ, qui imprègne tout l'espace, a interagi avec certaines particules en les ralentissant et en leur conférant une masse. À partir de ce moment, la matière a pu se former et se regrouper, ouvrant la voie à la naissance des structures cosmiques. La meilleure façon de comprendre le rôle de ce champ est d'imaginer l'espace comme un vaste océan invisible. Les particules qui y circulent ne sont pas toutes affectées de la même manière. Certaines le traversent sans peine, comme si elles glissaient sur une surface lisse. D'autres interagissent donc fortement avec ce milieu, ce qui les freine et leur confère une inertie. Cette inertie, que nous percevons comme la masse, n'est pas une propriété intrinsèque des particules, mais une conséquence de leur interaction avec le champ. Plus cette interaction est forte, plus la particule est massive. Ce processus a des implications profondes. Il signifie que la masse, loin d'être une caractéristique fondamentale, est une propriété émergente. Elle dépend de l'environnement dans lequel les particules évoluent. Cela change notre vision de la matière elle-même. Ce que nous considérons comme une substance solide et tangible n'est en réalité que le résultat d'interactions invisibles avec un champ omniprésent. Même les objets les plus lourds de l'univers, les planètes, les étoiles, les galaxies, tirent en leur masse de ce mécanisme subtil. La découverte expérimentale de ce champ a constitué l'une des grandes réussites scientifiques de notre époque. Après des décennies de recherches théoriques et d'efforts technologiques, les scientifiques ont pu détecter la particule associée au champ de Higgs, confirmant ainsi son existence. Cette découverte a non seulement validé une partie essentielle de notre compréhension de l'univers, mais elle a aussi ouvert de nouvelles perspectives sur sa structure profonde. Elle a montré que même les propriétés que nous considérons comme les plus fondamentales, comme la masse, sont le produit d'un tissu sous-jacent encore plus fondamental. Mais le rôle du champ de Higgs ne s'arrête pas à la simple création de masse. Il a également joué un rôle crucial dans l'évolution cosmique. En conférant une masse aux particules, il a ralenti leur vitesse et permis aux forces fondamentales de s'exercer de manière efficace. Sans masse, les particules auraient continué à se déplacer trop rapidement pour être influencées par la gravité ou pour se combiner entre elles. Grâce à cette interaction, elles ont pu s'assembler pour former des atomes, puis des molécules, puis des structures de plus en plus complexes. Ce processus est à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers, de la poussière interstellaire aux êtres vivants. Ce champ a également eu un impact sur l'équilibre entre matière et antimatière. Dans les premières fractions de seconde, les deux existaient en quantité presque égale, mais de légères différences dans leurs interactions avec le champ de Higgs ont contribué à briser cette symétrie parfaite, laissant un excédent de matière qui allait constituer l'univers que nous connaissons.
Cette asymétrie, minuscule mais décisive, est à l'origine de notre existence même. Un autre aspect fascinant du champ de Higgs est son omniprésence. Il n'est pas localisé en un point précis. Il remplit tout l'espace, même les régions les plus vides. Cela signifie qu'il agit partout, en permanence et sur toutes les particules. Sa présence est si universelle que nous n'en percevons pas directement les effets. Pourtant, sans lui, rien de ce que nous voyons n'existerait. Il est le fond invisible sur lequel toute la réalité est construite. Cette omniprésence soulève une question profonde. D'où vient ce champ ? Est-il apparu spontanément au cours de l'évolution de l'univers ou a-t-il toujours existé ? Certaines théories suggèrent qu'il a émergé d'un état plus fondamental, tout comme la gravité pourrait émerger de la structure de l'espace. D'autres avancent qu'il est une propriété inhérente à la réalité elle-même, indissociable de l'univers. Dans tous les cas, son existence nous rappelle que même les propriétés que nous considérons comme évidentes, comme la masse, sont le résultat de phénomènes plus profonds. Le champ de Higgs a également joué un rôle dans le rythme de l'expansion cosmique. En donnant de la masse aux particules, il a modifié la dynamique de l'univers, influençant la façon dont l'énergie se transformait et se distribuait. Cette influence a contribué à déterminer la vitesse à laquelle l'univers s'est étendu, ainsi que la formation des grandes structures. Autrement dit, son impact ne se limite pas au monde microscopique des particules, il s'étend à l'échelle cosmique, façonnant l'histoire de l'univers tout entier. Aujourd'hui, les scientifiques continuent d'explorer les propriétés de ce champ. Ils cherchent à comprendre pourquoi il a la valeur qu'il a et ce qui se passerait si elle était différente. De petites variations pourraient entraîner un univers complètement différent, peut-être incapable de former des structures complexes. Cela montre à quel point notre univers dépend de conditions précises. La réalité que nous connaissons n'est pas une conséquence inévitable, mais le résultat d'un ensemble de paramètres finement ajustés. Le champ de Higgs ouvre également des perspectives sur ce qui pourrait se trouver au-delà de notre compréhension actuelle. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait être lié à d'autres champs encore inconnus ou qu'il pourrait jouer un rôle dans des phénomènes que nous n'avons pas encore observés. Il pourrait même être la clé d'une compréhension plus profonde de l'origine de l'univers et de ses lois fondamentales. Il est fascinant de penser que toute la complexité de l'univers, des galaxies majestueuses aux formes de vie les plus élaborées, repose sur l'interaction entre des particules élémentaires et un champ invisible. Sans ce mécanisme, l'univers serait resté un brouillard d'énergie sans structure. Grâce à lui, l'énergie s'est transformée en matière, et la matière a donné naissance à tout ce que nous connaissons. Mais cette histoire n'est pas encore complète, car si le champ de Higgs a permis à l'univers d'acquérir de la substance, un autre phénomène a joué un rôle déterminant dans la manière dont cette substance s'est organisée et répartie. Après les premiers instants, l'univers a connu une phase d'expansion d'une rapidité vertigineuse, qui a amplifié les fluctuations, façonné sa structure et déterminé son destin. Pour comprendre comment l'univers est passé d'un état dense et chaud à l'immensité que nous voyons aujourd'hui, il faut plonger dans le chapitre suivant, celui de l'univers en inflation. Dans les premières fractions de seconde qui ont suivi sa naissance, l'univers a connu une transformation spectaculaire et brutale, une expansion fulgurante que les scientifiques appellent inflation. Cet épisode, qui s'est déroulé en un instant presque inconcevablement court, a changé la destinée cosmique de façon irréversible. C'est lui qui a donné au cosmos sa taille initiale, son homogénéité et ses conditions de départ. Sans l'inflation, l'univers tel que nous le connaissons n'aurait probablement jamais vu le jour. Il aurait pu rester petit, chaotique, fragmenté, incapable d'évoluer vers la complexité que nous observons aujourd'hui. Pour comprendre l'importance de cette phase, il faut d'abord imaginer l'univers juste avant qu'elle ne commence. Il était minuscule, plus petit qu'un atome, et rempli d'une énergie inimaginablement dense. Dans cet état, il n'existait ni galaxie, ni étoile, ni matière organisée. L'espace lui-même était encore en gestation. Puis, dans un laps de temps extraordinairement court, cet univers minuscule s'est dilaté d'un facteur colossal. En un souffle cosmique, il est passé d'une échelle microscopique à une dimension bien plus vaste, posant les bases de tout ce qui allait suivre. Cette expansion n'était pas un simple agrandissement, elle a littéralement façonné l'espace et fixé les paramètres fondamentaux qui allaient gouverner l'évolution de l'univers. L'un des effets les plus importants de cette inflation a été d'aplanir l'univers. Avant cet épisode, il aurait pu être fortement courbé ou irrégulier.
Mais l'expansion rapide a étiré son tissu au point de le rendre quasiment plat. Cette propriété a des conséquences profondes. Elle explique pourquoi l'univers, à grande échelle, semble uniforme dans toutes les directions. Elle résout également des énigmes qui ont longtemps dérouté les scientifiques, comme la question de l'homogénéité. Comment des régions de l'univers, situées à des milliards d'années-lumière l'une de l'autre, ont-elles pu atteindre la même température alors qu'elles n'ont jamais été en contact? L'inflation apporte une réponse simple. Elles étaient autrefois proches, avant que l'expansion ne les éloigne. Ce phénomène a aussi eu pour effet d'amplifier les fluctuations initiales. Avant l'inflation, ces fluctuations étaient bien minuscules, bien trop faibles pour influencer quoi que ce soit. Mais l'expansion les a étirées à des échelles colossales, les transformant en variations de densité capables de modeler la structure cosmique. Ce processus explique pourquoi l'univers présente aujourd'hui des zones légèrement plus denses qui ont donné naissance aux galaxies et des zones légèrement moins denses qui sont devenues des vides cosmiques. Autrement dit, l'inflation a semé les graines de toute la structure de l'univers. Il est intéressant de noter que cette expansion vertigineuse s'est arrêtée aussi rapidement qu'elle avait commencé. Après un court instant, l'énergie qui alimentait l'inflation s'est transformée en matière et en rayonnement, remplissant l'univers d'un plasma chaud et dense. C'est ce moment qui marque le début de ce que l'on appelle souvent le univers chaud, la phase au cours de laquelle la matière a commencé à se former et à s'organiser. L'inflation n'a donc pas seulement préparé le terrain, elle a aussi fourni l'énergie nécessaire à la création de tout ce qui allait suivre. Cette phase soulève pourtant des questions fondamentales. Qu'est-ce qui a déclenché l'inflation? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Et pourrait-elle se reproduire ailleurs, voire se poursuivre dans certaines régions? De nombreuses hypothèses tentent d'y répondre. Certaines suggèrent que l'inflation est le résultat d'un champ d'énergie particulier qui, lorsqu'il atteint un certain seuil, provoque une expansion rapide de l'espace. D'autres proposent que l'inflation soit une propriété inhérente du vide lui-même, susceptible de se manifester dans diverses conditions. Quelle que soit la réponse, il est clair que ce processus est profondément enraciné dans la nature de la réalité. L'idée que l'inflation puisse se produire ailleurs mène à une hypothèse fascinante, celle d'un univers en bulle. Dans ce scénario, notre cosmos n'étant qu'une région parmi d'autres, dans un vaste espace en perpétuelle inflation. Chaque bulle qui se forme donne naissance à un univers distinct avec ses propres lois et ses propres constantes physiques. Certains pourraient être stériles, d'autres pourraient être riches en structure et même en vie. Cette vision élargit radicalement notre perspective, suggérant que notre univers n'est qu'une partie d'un ensemble bien plus vaste. L'inflation a également influencé la répartition de la matière et de l'énergie à grande échelle. En étirant l'espace, elle a dilué toute irrégularité préexistante et uniformisé la distribution. Ce processus a eu pour effet de créer un cosmos remarquablement lisse et homogène, tout en préservant les fluctuations qui allaient devenir les structures. Cette combinaison, uniformité globale et irrégularité locale, est l'une des caractéristiques les plus frappantes de l'univers et trouve son origine dans cette phase d'expansion. Un autre aspect fascinant de l'inflation est qu'elle pourrait expliquer pourquoi les lois de la physique semblent si bien ajustées pour permettre l'existence d'un univers complexe. Certaines théories avancent que des univers aux paramètres différents se forment constamment dans un processus d'inflation éternelle. Nous vivons simplement dans l'un de ceux où les conditions sont propices à la formation de structures, d'étoiles, de planètes et de vie. Cela transforme notre vision du cosmos. Ce que nous appelons l'univers pourrait n'être qu'un fragment d'un ensemble infini de réalités. L'inflation nous aide aussi à comprendre la relation entre le très petit et le très grand. Les fluctuations quantiques qui se produisent à des échelles microscopiques peuvent, grâce à l'expansion rapide, influencer la structure de l'univers à des échelles cosmologiques. Ce lien entre les deux extrêmes de l'échelle de la nature est l'une des caractéristiques les plus fascinantes de la cosmologie moderne. Il montre que le destin de galaxies entières peut être déterminé par des phénomènes se produisant bien en dessous de la taille d'un atome. Ce concept a aussi des implications pour l'avenir de l'univers. Si l'inflation est un processus naturel du vide, il n'est pas exclu qu'elle puisse se produire à nouveau. Dans certaines régions de l'espace, elle pourrait être en cours, donnant naissance à de nouveaux univers. Cette possibilité soulève des questions philosophiques profondes sur la nature de la réalité et sur notre place dans ce vaste ensemble.
Elle suggère que la naissance de notre cosmos n'est pas un événement unique, mais un épisode dans une histoire infinie de création. Les scientifiques vont continuer d'étudier les traces bossées laissées par cette expansion initiale. Le rayonnement fossile, les grandes structures temps cosmiques et même certaines propriétés de la lumière ancienne portent les marques de l'inflation. Chaque observation apporte de nouvelles preuves de ce phénomène et affine notre compréhension. Pourtant, de nombreuses questions restent ouvertes. Nous savons que l'inflation a eu lieu, mais nous ignorons encore pourquoi elle s'est produite, ce qui l'a alimentée et ce qui a mis fin à son règne. Ce qui est certain, c'est que l'inflation a transformé un univers minuscule en un cosmos gigantesque. Elle a créé les conditions qui ont permis la formation des galaxies, des étoiles et des planètes. Elle a donné à l'univers sa structure et sa cohérence. Sans elle, rien de ce que nous voyons n'existerait. Mais l'inflation, en étirant l'espace et en amplifiant les fluctuations, a aussi révélé une autre propriété fondamentale de l'univers, son contenu énergétique. Même lorsque la matière semble absente, l'espace n'est pas vide. Il est imprégné d'une énergie diffuse, qui continue d'influencer son expansion. Comprendre cette énergie, souvent qualifiée d'énergie du vide, est crucial pour saisir l'évolution et le destin ultime du cosmos. C'est elle qui détient les clés de l'avenir, et c'est vers elle que se tourne désormais la quête scientifique. Même lorsqu'il semble ne rien contenir, l'espace est loin d'être vide. Derrière son apparente absence de matière, il recèle une énergie diffuse, omniprésente et inépuisable, qui joue un rôle fondamental dans l'histoire et le destin de l'univers. Cette énergie du vide, souvent méconnue du grand public, est aujourd'hui au cœur des plus grandes questions de la cosmologie. Elle est le moteur invisible de l'expansion accélérée de l'univers, l'arrière-plan sur lequel se sont formées les galaxies, et peut-être la clé pour comprendre ce qui se cache au-delà de notre horizon cosmique. L'idée que le vide puisse contenir de l'énergie est contre-intuitive, car nous associons spontanément le vide à l'absence totale. Pourtant, les observations astronomiques montrent que l'univers ne se comporte pas comme il le ferait s'il était rempli uniquement de matière et de rayonnement. Au lieu de ralentir sous l'effet de la gravité, l'expansion s'accélère. Cette accélération ne peut s'expliquer que par la présence d'une forme d'énergie qui imprègne l'espace lui-même et exerce une pression répulsive. Cette énergie n'est pas concentrée en un point. Elle est uniformément répartie, présente partout et en tout temps, même dans les régions les plus éloignées des galaxies. Ce phénomène a des implications vertigineuses. Il signifie que le vide n'est pas un simple décor passif dans lequel l'univers évolue, mais un acteur dynamique de son histoire. Il façonne l'évolution du cosmos, influence la formation des structures et détermine son destin à long terme. L'énergie du vide est aujourd'hui considérée comme la composante dominante de l'univers, surpassant de loin la matière ordinaire et même la matière sombre. Elle représente la majorité de son contenu énergétique, ce qui en fait l'un des éléments les plus importants et les plus mystérieux de notre compréhension de la réalité. Cette énergie n'est pas un ajout tardif à l'histoire cosmique. Elle a joué un rôle dès les premiers instants, lorsque l'univers était encore en expansion rapide. Elle a contribué à façonner la dynamique de cette expansion et à influencer la manière dont l'énergie s'est transformée en matière. Elle a également joué un rôle dans l'évolution des galaxies, en s'opposant à l'attraction gravitationnelle qui tendait à les rapprocher. Au fil du temps, à mesure que la densité de matière diminuait avec l'expansion, l'énergie du vide est devenue de plus en plus dominante, jusqu'à prendre le contrôle du destin de l'univers. La nature exacte de cette énergie demeure cependant un mystère. Est-elle une propriété fondamentale de l'espace lui-même, ou bien le résultat d'interactions complexes entre champs et particules ? Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être liée à des processus quantiques qui se produisent même dans l'absence apparente de matière. Dans ce scénario, l'espace serait parcouru par une agitation incessante, produisant de l'énergie même lorsque rien de tangible n'est présent. D'autres hypothèses avancent qu'elle pourrait être liée à des dimensions supplémentaires ou à des phénomènes encore inconnus de la physique. Quelle qu'en soit la cause, sa présence est indéniable, et ses effets sont mesurables à l'échelle cosmologique. L'énergie du vide a une caractéristique fascinante. Elle ne se dilue pas avec l'expansion de l'univers. Alors que la densité de matière diminue à mesure que l'espace s'étend, la densité d'énergie du vide reste constante. Cela signifie que plus l'univers s'agrandit, plus l'énergie totale du vide augmente. Ce comportement contre-intuitif est la clé de son influence croissante sur le destin cosmique.
Dans un univers dominé par la matière, l'expansion ralentit au fil du temps. Dans un univers dominé par l'énergie du vide, elle s'accélère. C'est précisément ce que les observations montrent aujourd'hui. L'univers entre dans une ère d'expansion accélérée, gouvernée par cette énergie invisible. Cette accélération soulève des questions profondes sur l'avenir. Si l'énergie du vide reste constante, l'expansion continuera de s'accélérer indéfiniment. Les galaxies les plus éloignées disparaîtront de notre horizon d'observation, emportées au-delà de la vitesse à laquelle la lumière peut nous atteindre. Dans des milliards d'années, l'univers observable pourrait se réduire à un petit groupe de galaxies, gravitationnellement liées, isolées dans un océan d'espace vide. Dans ce scénario, le cosmos deviendrait froid, sombre et silencieux, privé de toute source d'énergie nouvelle. Mais d'autres scénarios sont possibles. Si l'énergie du vide varie avec le temps, elle pourrait conduire à des évolutions très différentes. Dans certains modèles, elle pourrait diminuer, ralentissant l'expansion, ou même permettant à la gravité de reprendre le dessus. Dans d'autres, elle pourrait augmenter, provoquant une expansion si rapide qu'elle déchirerait les structures elles-mêmes. Ces hypothèses montrent que notre destin cosmique dépend de propriétés que nous ne comprenons pas encore pleinement. L'étude de l'énergie du vide ne se limite pas à la cosmologie, elle touche à certaines des questions les plus fondamentales de la physique. Pourquoi cette énergie existe-t-elle? Pourquoi a-t-elle la valeur qu'elle a? Et comment se relie-t-elle aux autres forces et champs qui gouvernent l'univers? Ces questions ne sont pas seulement théoriques, elles ont des implications profondes pour notre compréhension de la réalité. Si nous parvenons à percer les secrets de l'énergie du vide, nous pourrions découvrir des aspects totalement nouveaux de l'univers, peut-être même des dimensions ou des lois encore insoupçonnées. L'énergie du vide pourrait également jouer un rôle dans des phénomènes encore inexpliqués, comme l'apparition de nouveaux univers. Certaines théories avancent que l'énergie accumulée dans certaines régions de l'espace pourrait dépasser un seuil critique, déclenchant la formation d'une nouvelle bulle d'espace-temps. Dans ce scénario, notre univers pourrait n'être qu'un maillon d'une chaîne infinie de créations, chacune née de l'énergie du vide de la précédente. Cette idée, aussi spéculative soit-elle, montre à quel point ce concept est riche en implications. L'une des grandes difficultés pour comprendre cette énergie est qu'elle relie des domaines de la physique qui sont habituellement traités séparément. Elle fait intervenir à la fois la cosmologie, qui étudie l'univers dans son ensemble, et la physique quantique, qui s'intéresse aux phénomènes à l'échelle la plus petite. Trouver une théorie qui englobe les deux est l'un des grands défis de la science moderne. Une telle théorie pourrait non seulement expliquer l'énergie du vide, mais aussi révéler la structure fondamentale de l'espace et du temps. Ce qui est certain, c'est que cette énergie est au cœur de l'histoire cosmique. Elle a influencé la naissance de l'univers, guidé son évolution et déterminera son avenir. Elle est le fil invisible qui relie le commencement au destin ultime. Même si nous ne comprenons pas encore tous ces aspects, nous savons qu'elle est réelle, omniprésente et puissante. Mais l'énergie du vide pose aussi une question vertigineuse. Et si notre univers n'était qu'un parmi d'autres, chacun né de l'énergie de son propre vide? Cette idée, longtemps considérée comme pure spéculation, gagne aujourd'hui en crédibilité à mesure que la science explore les frontières de la réalité. Elle suggère que le cosmos pourrait être bien plus vaste et diversifié que ce que nous pouvons observer. C'est dans cette perspective que s'ouvre un nouveau chapitre de notre exploration, celui des multivers possibles, où l'énergie du vide joue le rôle de créateur perpétuel, engendrant une infinité d'univers aux lois peut-être radicalement différentes des nôtres. Giner des mondes parallèles pour le plaisir de spéculer. Elle est la conséquence logique de plusieurs modèles cosmologiques et physiques qui, lorsqu'on les pousse jusqu'à leur conclusion naturelle, suggèrent que notre univers n'a rien d'unique. S'il existe, d'autres peuvent exister aussi. Ils pourraient être semblables ou radicalement différents, régis par d'autres lois, possédant d'autres structures fondamentales, voire d'autres dimensions du temps et de l'espace. Cette idée trouve ses racines dans l'inflation cosmique. Comme on l'a vu, l'univers a connu une expansion extrêmement rapide peu après sa naissance. Dans certaines versions de ce modèle, cette expansion ne se termine pas partout en même temps. Certaines régions continuent de s'étendre, tandis que d'autres se stabilisent et forment des univers distincts. Le résultat est une mosaïque cosmique infinie, où chaque bulle est un univers avec ses propres propriétés. Ce processus, appelé inflation éternelle, implique que de nouveaux univers naissent constamment comme des bulles qui se forment dans une mer en ébullition. Nous vivrions simplement dans l'une d'entre elles.
Ce scénario a des conséquences profondes pour notre compréhension de la réalité. Il suggère que les lois de la physique que nous considérons comme universelles pourraient ne pas l'être. Elles pourraient être locales à notre bulle, spécifiques à notre univers. Dans un autre, les constantes fondamentales pourraient avoir des valeurs différentes, donnant naissance à une physique radicalement différente. Certains univers pourraient en être stériles, incapables de former des structures complexes. D'autres pourraient en être plus propices à la formation de galaxies, d'étoiles et peut-être de formes de vie. Cette diversité potentielle change radicalement notre perspective sur l'existence. L'idée du multivers offre également une réponse possible à une question qui intrigue les scientifiques depuis longtemps. Pourquoi notre univers semble-t-il si précisément ajusté pour permettre l'existence de la vie ? Les lois physiques semblent avoir des valeurs idéales, qui permettent la formation des étoiles, la chimie complexe et finalement la biologie. Si elles étaient légèrement différentes, rien de tout cela ne serait possible. Dans un multivers, cette précision n'a rien de mystérieux. Il existe d'innombrables univers aux propriétés diverses et nous nous trouvons naturellement dans l'un de ceux où les conditions sont compatibles avec notre existence. C'est ce que certains appellent le principe anthropique, une explication simple mais puissante qui transforme notre vision du cosmos. Cette hypothèse ne se limite pas au modèle inflationnaire. Elle apparaît aussi dans d'autres domaines de la physique fondamentale. Par exemple, certaines théories proposent que l'espace-temps comporte plus de dimensions que celles que nous percevons. Dans ces modèles, différentes configurations de ces dimensions pourraient donner naissance à différents univers. De même, certaines versions de la théorie des cordes prédisent un paysage presque infini de solutions possibles, chacune correspondant à un univers distinct avec ses propres lois. Il existe même des interprétations dans lesquelles le multivers n'était pas spatial mais quantique. Selon l'une des idées issues de la physique quantique, chaque événement qui pourrait se produit effectivement dans des branches distinctes de la réalité. Ainsi, chaque choix, chaque interaction fondamentale pourrait créer un nouvel univers. Dans ce scénario, il existerait un nombre incalculable d'univers parallèles, tous issus des innombrables possibilités de l'évolution quantique. Nous vivrions dans l'une de ces branches sans jamais percevoir les autres. Ces concepts, bien que fascinants, soulèvent des questions philosophiques et scientifiques considérables. Si d'autres univers existent, peuvent-ils interagir avec le nôtre ? Pourrions-nous détecter leur présence d'une manière ou d'une autre ? Pour l'instant, la réponse semble être non. Par définition, ces univers sont séparés du nôtre par des barrières infranchissables. Nous ne pouvons ni les atteindre ni les observer directement. Cela pose un défi majeur. Comment tester une hypothèse qui, par essence, échappe à toute vérification expérimentale ? Les scientifiques explorent néanmoins des moyens indirects de sonder l'existence d'un multivers. Certains modèles suggèrent donc que des collisions entre univers pourraient en laisser des traces dans la structure de l'espace. D'autres envisagent que des signatures subtiles dans le rayonnement fossile pourraient indiquer des interactions passées avec d'autres univers. Bien que ces pistes soient encore spéculatives, elles montrent que la science ne rejette pas l'idée du multivers, simplement parce qu'elle semble lointaine. Au contraire, elle cherche des moyens concrets d'en évaluer la plausibilité. Si l'hypothèse du multivers s'avère correcte, elle aura des implications profondes pour notre compréhension de la réalité. Elle remettrait en question l'idée même d'un univers unique et isolé. Elle montrerait que ce que nous appelons l'univers n'est qu'une petite région d'une réalité beaucoup plus vaste. Cela aurait aussi des conséquences philosophiques majeures. La question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien prendrait une dimension nouvelle. Peut-être que quelque chose est inévitable dans un contexte où des univers naissent sans cesse. Peut-être que la question elle-même n'a de sens que dans un multivers. Un tel concept transforme aussi notre compréhension de la contingence. Dans un multivers, tout ce qui peut arriver arrivera quelque part. Chaque combinaison de lois physiques, chaque configuration possible de matière et d'énergie existera dans au moins un univers. Cela signifie que notre existence, aussi improbable qu'elle puisse paraître, est inévitable dans l'immensité des possibilités. Nous ne sommes pas le résultat d'un coup de chance cosmique, mais l'une des innombrables expressions du potentiel universel. Cette vision ne diminue en rien l'importance de notre univers. Elle l'enrichit. Elle montre que la réalité est plus vaste, plus complexe et plus mystérieuse que ce que nous pouvons percevoir. Elle nous rappelle aussi que notre quête de compréhension ne se limite pas à explorer ce que nous voyons, mais aussi à imaginer ce qui pourrait exister au-delà. Cependant,
Même si l'idée du multivers est séduisante, elle ne résout pas tout. Elle déplace simplement certaines questions vers un niveau plus profond. Pourquoi ce multivers existe-t-il? Pourquoi les lois fondamentales qui le régissent permettent-elles l'existence de ces innombrables univers? Ces questions restent ouvertes et continuent de défier notre compréhension. L'hypothèse du multivers, loin d'être une simple curiosité, représente une extension naturelle de notre exploration scientifique. Elle pousse notre pensée au-delà des limites de l'observable et nous oblige à reconsidérer la nature même de la réalité. Mais elle soulève aussi une question fondamentale qui accompagne toutes les réflexions sur l'origine. Si notre univers est une bulle parmi d'autres, qu'est-ce que cela signifie pour notre conception du rien? Existe-t-il un état de vide plus fondamental que celui dont surgissent les univers? Cette interrogation nous ramène à une idée qui semble insaisissable, celle du rien absolu, un concept à la fois philosophique et scientifique, et peut-être la clé ultime pour comprendre comment tout a commencé. Parler de rien absolu revient à tenter de saisir une idée qui échappe presque entièrement à notre langage et à notre pensée. Depuis toujours, les êtres humains associent le mot rien à l'absence, absence de matière, d'énergie, d'espace, de temps. Pourtant, même cette définition essaie en piéger, car elle repose sur des concepts qui présupposent l'existence. Lorsque nous imaginons le vide, nous le concevons souvent comme un espace vide. Mais l'espace lui-même est déjà quelque chose. Lorsque nous pensons à l'absence de matière, nous oublions que la matière est structurée par des lois, et que ces lois sont elles aussi des réalités. Alors, qu'est-ce que le rien dans son sens le plus radical? Existe-t-il même? Ou bien est-ce une idée purement abstraite, dépourvue de toute contrepartie dans le réel? La science moderne a progressivement redéfini cette notion. Ce que l'on appelait autrefois vide n'est plus considéré comme une absence totale, mais comme un état d'énergie minimale traversé de fluctuations. Même dans l'espace intergalactique, où la densité de matière est proche de zéro, il existe des champs des particules virtuelles de la lumière résiduelle. L'univers ne connaît pas de néant parfait. Cette découverte a bouleversé notre conception du vide. Elle montre que même ce que nous considérons comme rien est en réalité plein de potentiel. Il n'existe pas de lieu où rien soit vraiment présent. Mais cela n'a pas empêché les physiciens et les philosophes d'explorer ce que pourrait signifier un rien absolu. Dans cette perspective, il ne s'agit plus simplement d'un vide dépourvu de matière, mais d'une absence totale de toute structure, de toute loi, de toute possibilité. Un tel état ne contiendrait pas d'espace, pas de temps, pas d'énergie, pas même de potentiel d'existence. C'est une idée difficile à concevoir, car elle dépasse notre expérience et notre intuition. Même le langage échoue à la décrire, car il repose sur des concepts qui supposent de l'existence d'un quelque chose. Et l'une des grandes questions qui se posent alors est la suivante. Un tel rien absolu pourrait-il exister réellement? Ou bien est-il une impossibilité logique? Certains penseurs soutiennent que le rien absolu n'est pas simplement improbable, mais inconcevable. Si rien n'existait vraiment, il n'y aurait même pas de loi permettant à quoi que ce soit de ne pas exister. Dans cette optique, le néant absolu serait une contradiction. Il ne pourrait pas être parce que être et ne pas être n'ont de sens que dans un contexte où l'existence est déjà possible. D'autres pensent au contraire que le rien absolu est la condition la plus naturelle qui soit. Dans cette vision, l'existence demande une explication, tandis que le néant n'en demande aucune. Pourquoi devrait-il y avoir quelque chose plutôt que rien? Si rien ne demande aucune cause, alors c'est l'existence qui doit être justifiée. Cette question, vieille de plusieurs millénaires, reste l'une des plus profondes jamais posées. Elle traverse la philosophie, la théologie et la science, sans jamais trouver de réponse définitive. La physique moderne tente de contourner cette difficulté en proposant un compromis. Peut-être que l'univers n'est pas apparu à partir de rien absolu, mais d'un état qui, bien que dépourvu de matière et d'énergie, possédait certaines propriétés fondamentales. Ces propriétés pourraient en être les lois de la nature elle-même, ou bien une forme d'énergie du vide. Dans ce cas, le rien ne serait jamais totalement vide. Il contiendrait au moins la possibilité d'engendrer quelque chose. Autrement dit, il n'existerait pas de rien sans potentiel. Cette idée a des implications profondes. Elle suggère que l'existence pourrait être une propriété inévitable de la réalité. Même si tout ce qui est matériel disparaissait, même si l'espace et le temps cessaient d'exister, il resterait quelque chose, la possibilité de l'existence elle-même. Dans cette perspective, le néant absolu serait non seulement inaccessible, mais peut-être impossible.
L'univers existerait parce que l'existence est, d'une certaine manière, plus fondamentale que le néant. Le débat autour du rien absolu ne se limite pas aux spéculations philosophiques. Il a des implications concrètes pour la cosmologie. Si le néant absolu est impossible, alors l'univers n'a jamais pu surgir d'un état dépourvu de toute réalité. Il a dû émerger d'un quelque chose, même si ce quelque chose n'était rien de plus qu'un ensemble de lois ou une fluctuation d'énergie. Cela change la nature même de la question de l'origine. Il ne s'agit plus de savoir comment quelque chose a pu surgir de rien, mais de comprendre quelle forme de réalité a précédé l'univers et comment elle a donné naissance à ce que nous connaissons. Cette réflexion nous conduit à une autre interrogation. Les lois de la nature sont-elles elles-mêmes des réalités indépendantes ou dépendent-elles de l'univers pour exister? Si elles sont indépendantes, elles pourraient exister même en l'absence de tout. Elles seraient éternelles, fondamentales, inévitables. Si elles dépendent d'un pan de l'univers, alors leur existence pose elle aussi une question d'origine. Dans ce cas, nous devrions expliquer non seulement pourquoi l'univers existe, mais aussi pourquoi les lois qui le régissent existent. La science ne peut pas encore répondre à ces questions, mais elle nous apprend quelque chose d'essentiel. Le rien est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il n'est pas simplement l'absence de tout, mais une idée dont la signification change selon le niveau d'analyse. Ce que nous considérons comme rien à notre échelle peut être quelque chose à une échelle plus fondamentale. Même un vide parfait contient de l'énergie. Même une absence de matière obéit à des lois. Même l'absence d'espace et de temps pourrait être le théâtre de phénomènes que nous ne comprenons pas encore. Cette prise de conscience transforme notre vision de l'univers. Elle nous montre que la frontière entre être et non-être n'est pas aussi nette que nous le pensions. L'existence et le néant pourraient n'accor n'être que deux aspects d'une même réalité, deux états possibles d'un même fondement. Dans ce cas, l'accession-ci, la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien pourrait perdre son sens. Il pourrait n'y avoir jamais eu de rien au sens absolu, seulement différents degrés d'existence. Mais même si nous ne pouvons pas atteindre ce rien absolu, réfléchir à son concept a une valeur immense. Cela nous pousse à interroger les fondements mêmes de la réalité et à dépasser les limites de notre compréhension. Cela nous rappelle que notre univers n'est peut-être pas l'exception, mais la règle, et cela ouvre la voie à une question encore plus profonde. Comment, à partir de cet état primitif, quel qu'il soit, les symétries fondamentales de la nature se sont-elles brisées, donnant naissance à la diversité de la matière, à la complexité et, finalement, à la vie? C'est cette transition cruciale, où l'univers a cessé d'être parfaitement équilibré pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, que nous allons maintenant explorer. Au commencement, l'univers n'était pas seulement simple dans sa structure, il était aussi d'une symétrie presque parfaite. Toutes les forces fondamentales étaient unifiées, toutes les particules identiques dans leur comportement, et aucune direction de l'espace ou du temps ne se distinguait d'une autre. Cette symétrie originelle, loin d'être un détail cosmique, était l'expression d'un ordre fondamental sous-jacent. Pourtant, c'est précisément la rupture de cette symétrie qui a donné naissance à la diversité, à la complexité et, finalement, à l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Sans cette rupture, il n'y aurait eu ni matière stable, ni galaxie, ni vie. La brisure des symétries est l'un des processus les plus puissants et les plus créatifs de l'histoire cosmique. Pour comprendre ce concept, il faut d'abord s'arrêter sur ce que signifie la symétrie dans un contexte physique. Une symétrie n'est pas seulement une régularité ou une répétition, mais une propriété fondamentale des lois qui décrivent la nature. Elle implique que certaines transformations, comme déplacer un système dans l'espace ou changer son orientation, ne modifient pas ses propriétés. Dans les premiers instants de l'univers, cette invariance était presque totale. Les forces qui gouvernent aujourd'hui la nature n'étaient pas distinctes. Elles faisaient partie d'une seule interaction. Les particules n'avaient pas encore acquis les caractéristiques qui les différencient aujourd'hui. L'univers, dans son état primordial, ressemblait à une toile uniforme, sans contraste ni particularité. Puis, à mesure qu'il s'est refroidi et étendu, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Comme l'eau qui se transforme en glace lorsqu'elle atteint une certaine température, l'univers a connu des transitions de phase qui ont brisé ses symétries originelles. Ces transitions n'ont pas détruit l'ordre sous-jacent, mais elles l'ont transformé. Elles ont fait émerger des distinctions là où il n'y en avait pas auparavant. Les forces fondamentales se sont séparées, chacune acquérant ses propriétés propres. Les particules ont commencé à différer les unes des autres, certaines acquérant une masse, d'autres non.
Ce processus a marqué le passage d'un univers uniforme à un cosmos diversifié. La brisure des symétries a eu des conséquences immenses. Elle a permis à la matière de se comporter différemment de l'antimatière, conduisant à un léger excédent de matière qui allait former les étoiles et les galaxies. Elle a déterminé la structure des atomes en fixant les interactions entre leurs constituants. Elle a même façonné la manière dont les forces agissent à différentes échelles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Sans ces ruptures successives, l'univers serait resté une soupe indifférenciée, incapable de former des structures stables. Un exemple frappant de cette dynamique est l'acquisition de masse par certaines particules, rendue possible par leur interaction avec le champ de Higgs. Dans l'univers primitif, elles étaient toutes dépourvues de masse et se comportaient de manière identique. Mais lorsque le champ de Higgs a pris une valeur stable, il a brisé l'enceinte de sa tête la symétrie entre ces particules. Celles qui interagissaient fortement avec ce champ sont devenues lourdes, tandis que celles qui interagissaient faiblement sont restées légères. Ce processus, qui peut sembler technique, est en réalité l'un des piliers de notre existence. Sans lui, la matière n'aurait jamais pu s'assembler pour former les structures que nous connaissons. La brisure des symétries ne s'est pas produite en une seule fois, mais en plusieurs étapes, chacune modifiant profondément la nature de l'univers. Ces transitions ont eu lieu à des moments clés de son histoire, chacune marquant une étape vers une complexité croissante. Certaines ont conduit à la séparation des forces, d'autres ont conduit à l'émergence de nouvelles particules. À chaque fois, l'univers a changé d'apparence et de comportement. Ces événements ont laissé des traces que nous pouvons encore observer aujourd'hui sous la forme de propriétés fondamentales de la matière et de la structure de l'espace-temps. Il est fascinant de constater que la brisure des symétries est un processus universel. Elle ne concerne pas seulement la physique des particules ou l'origine de l'univers, mais se manifeste à toutes les échelles de la nature. On la retrouve dans la formation des cristaux, dans l'organisation des êtres vivants, dans l'évolution des galaxies. Chaque fois qu'un système passe d'un état uniforme à un état différencié, une symétrie s'est rompue. Cette universalité suggère que la rupture n'est pas une exception, mais une caractéristique fondamentale de la réalité. Elle est le moteur qui transforme le potentiel en actualité, l'homogène en complexe, le simple en riche. Cette idée a aussi des implications philosophiques profondes. Elle suggère que le désordre apparent n'est pas le contraire de l'ordre, mais une forme d'ordre plus riche. La diversité que nous observons dans l'univers n'est pas un accident, mais le résultat d'un processus naturel et inévitable. Même l'asymétrie la plus subtile peut avoir des conséquences gigantesques. Un minuscule déséquilibre entre matière et antimatière, par exemple, a suffi à créer tout ce qui existe. Cela nous rappelle que l'univers ne cherche pas à préserver la perfection, mais à évoluer vers des formes toujours plus complexes. Mais la brisure des symétries soulève aussi de nouvelles questions. Pourquoi certaines symétries se sont-elles rompues et pas d'autres ? Pourquoi le léger déséquilibre entre matière et antimatière a-t-il existé ? Pourquoi certaines constantes fondamentales ont-elles pris des valeurs spécifiques plutôt que d'autres ? Ces questions restent ouvertes et constituent certaines des plus grandes énigmes de la physique moderne. Leurs réponses pourraient révéler des aspects encore inconnus de la réalité, peut-être même des lois plus profondes qui régissent la structure de l'univers. Certains chercheurs pensent que ces symétries ne sont pas réellement brisées, mais simplement cachées. Dans cette vision, l'univers conserve une symétrie parfaite à un niveau fondamental, mais elle n'est pas visible dans notre réalité actuelle. C'est comme si l'ordre sous-jacent était toujours présent, mais masqué par les conditions spécifiques de notre univers. Si cette idée est correcte, alors comprendre la brisure des symétries reviendrait à percer un voile pour entrevoir la structure ultime de la réalité. Quoi qu'il en soit, la rupture des symétries marque un tournant décisif dans l'histoire cosmique. C'est elle qui a permis à la matière de se différencier, aux forces de se spécialiser et à l'univers de devenir le lieu complexe et diversifié que nous habitons. Elle nous rappelle que l'ordre n'est pas donné d'emblée, mais qu'il émerge d'un équilibre rompu. Elle nous enseigne aussi que la complexité ne naît pas malgré la simplicité, mais grâce à elle. Mais une question demeure. Si la brisure des symétries a permis à la matière d'exister, pourquoi l'antimatière, produite en quantité égale à la matière dans les premiers instants, a-t-elle presque entièrement disparu ? Ce mystère, l'un des plus profonds de la cosmologie, nous conduit vers la prochaine étape de notre exploration. Comprendre le sort de l'antimatière et son rôle dans l'évolution de l'univers. Car sans cette disparition, rien de ce que nous connaissons
ni étoiles, ni planètes, ni vie n'auraient pu exister. L'un des plus grands mystères de l'univers ne se cache pas dans des galaxies lointaines ou dans les profondeurs invisibles de l'espace, mais dans un déséquilibre fondamental né aux toutes premières fractions de seconde après le commencement. Il s'agit de la question de l'antimatière. Selon les lois connues de la physique, chaque particule de matière produite lors de la naissance de l'univers aurait dû s'accompagner de sa jumelle opposée, une antiparticule. Ces deux entités, identiques en masse mais opposées en charge, devraient exister en quantités égales. Pourtant, lorsque nous observons l'univers aujourd'hui, nous constatons une réalité étonnante. Presque toute l'antimatière a disparu. L'univers observable est constitué presque entièrement de matière, des étoiles aux planètes, jusqu'à nous-mêmes. Alors, où est passée l'antimatière ? Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter à l'instant où l'univers était encore jeune, chaud et dense. Dans cet état primordial, l'énergie se transformait en particules et en antiparticules en quantité égale. Lorsqu'elles se rencontraient, elles s'annihilaient, se transformant à nouveau en énergie. Si le processus s'était poursuivi sans déséquilibre, l'univers aurait rapidement été vidé de toute matière et de toute antimatière, ne laissant derrière lui qu'un rayonnement uniforme. Pourtant, ce n'est pas ce qui s'est produit. D'une manière ou d'une autre, un infime excédent de matière, peut-être une particule pour 1 milliard, a survécu à ce cataclysme initial. C'est cet excédent microscopique qui a formé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ce déséquilibre, aussi minuscule soit-il, a eu des conséquences colossales. Sans lui, il n'y aurait eu ni étoiles, ni planètes, ni galaxies, ni vie. Comprendre comment il s'est produit est donc essentiel pour comprendre pourquoi l'univers existe sous la forme que nous connaissons. Les physiciens ont proposé plusieurs explications, mais aucune n'est encore pleinement confirmée. L'une des hypothèses les plus prometteuses repose sur ce que l'on appelle la violation de symétrie. Selon cette idée, les lois de la nature ne traitent pas toujours la matière et l'antimatière de façon parfaitement identique. De légères différences dans leur comportement pourraient en avoir favorisé la matière au détriment de l'antimatière dans les premières fractions de seconde. Des expériences menées dans des accélérateurs de particules ont en effet montré que certaines particules se désintègrent légèrement différemment de leurs antiparticules. Ce déséquilibre, bien que minuscule, pourrait suffire à expliquer l'excédent de matière qui a survécu à l'annihilation. Cependant, les effets observés jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour expliquer toute l'asymétrie cosmique. Cela suggère que des processus encore inconnus ont joué un rôle majeur dans les premières étapes de l'univers. Peut-être que des particules encore non découvertes ont participé à ce déséquilibre, ou que les lois fondamentales elles-mêmes sont plus complexes que ce que nous imaginons. Il existe aussi des hypothèses plus audacieuses. Certaines théories suggèrent que des régions de l'univers pourraient en être dominées par l'antimatière, invisible pour nous car séparées par d'immenses distances. Si ces régions existent, elles pourraient contenir des galaxies, des étoiles et même des planètes faites d'antimatière. Cependant, aucune preuve directe de telles structures n'a été trouvée. Si elles existaient à proximité, leur rencontre avec la matière ordinaire produirait des explosions de rayonnement détectables. Leur absence suggère que, si elles existent, elles doivent être extrêmement éloignées, peut-être au-delà de notre horizon observable. Une autre idée fascinante est que matière et antimatière pourraient être séparées non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Certains modèles cosmologiques spéculent que l'antimatière pourrait dominer dans un univers jumeau qui évoluerait en sens inverse, avec le temps qui s'écoulerait dans la direction opposée à la nôtre. Dans cette vision, notre univers ne serait qu'une moitié d'un système plus vaste, dans lequel la matière et l'antimatière sont finalement équilibrées, mais réparties dans deux réalités distinctes. Bien que cette idée soit spéculative, elle illustre à quel point la question de l'antimatière touche au fondement même de la physique et de la cosmologie. L'absence d'antimatière a également des implications pour notre compréhension de l'énergie de l'univers. L'annihilation massive qui s'est produite aux premiers instants a libéré une immense quantité d'énergie sous forme de rayonnement. Ce rayonnement est encore visible aujourd'hui sous la forme du fond diffus cosmologique, cette lumière fossile qui baigne tout l'espace. La proportion entre ce rayonnement et la matière restante nous donne des indices précieux sur les conditions qui régnaient à cette époque et sur l'ampleur de l'asymétrie. Ce déséquilibre fondamental nous rappelle aussi que l'univers n'est pas une simple mécanique parfaitement équilibrée. Il est le produit d'irrégularités, de ruptures subtiles et d'asymétries minuscules qui ont eu des conséquences gigantesques.
C'est dans ces déséquilibres que se trouvent les clés de notre existence. Si la matière et l'antimatière avaient été produites en quantité exactement égale, elles se seraient annihilées entièrement et l'univers serait aujourd'hui un désert d'énergie sans structure. Notre présence même témoigne donc d'un léger biais inscrit dans les lois de la nature. Cette prise de conscience change notre façon de concevoir la réalité. Elle nous montre que l'univers n'est pas le résultat d'un équilibre parfait, mais d'un déséquilibre fertile. L'ordre cosmique n'est pas né d'une symétrie immuable, mais de son bris subtil. Ce sont ces irrégularités qui ont permis à la matière de dominer, à la gravité de former des structures et à la vie d'émerger. En d'autres termes, l'univers doit son existence à une imperfection fondamentale. Pour les scientifiques, résoudre l'énigme de l'antimatière manquante est bien plus qu'une curiosité. C'est une porte vers une compréhension plus profonde de l'univers. Cela pourrait révéler de nouvelles lois physiques, de nouvelles particules ou même de nouveaux aspects de la réalité. Cela pourrait aussi éclairer d'autres mystères cosmiques, comme la nature de l'énergie sombre ou l'origine de la masse. Mais au-delà de ces implications scientifiques, cette question nous invite à réfléchir à notre propre existence. Chaque atome de notre corps est là parce qu'il a survécu à l'annihilation primordiale. Chaque galaxie, chaque étoile, chaque planète est le fruit d'un infime déséquilibre qui a eu lieu il y a des milliards d'années. L'univers tel que nous le connaissons est littéralement bâti sur ce qui aurait pu ne pas exister. Pourtant, si la disparition de l'antimatière est l'un des grands mystères du cosmos, elle n'est pas la fin de l'histoire. Elle n'explique pas comment, à partir de ce léger excédent de matière, des structures aussi vastes et complexes ont pu émerger. Après l'annihilation, l'univers était encore jeune, chaud et chaotique. La matière restante devait s'organiser, se condenser et se structurer pour former les premières étoiles et galaxies. Comprendre ce processus, c'est comprendre comment le cosmos est passé d'un océan incandescent de particules à un univers structuré. C'est l'histoire des premières structures, le chapitre suivant de l'épopée cosmique. Après les grandes transitions des premiers instants cosmiques, l'expansion fulgurante, la disparition de l'antimatière et la stabilisation de la matière, l'univers entamait une nouvelle phase de son histoire, celle de la construction. Ce qui n'était jusqu'alors qu'un océan d'énergie et de particules en mouvement allait lentement s'organiser pour former les premières structures, les briques fondamentales du cosmos tel que nous le connaissons. Cette étape, longue et progressive, allait transformer un univers chaotique en un espace hiérarchisé, où la gravité, la matière et le temps allaient collaborer, c'est pour bâtir les étoiles, les galaxies et, bien plus tard, les systèmes planétaires. Au départ, l'univers était encore un lieu hostile et informe. Pendant plusieurs centaines de milliers d'années après le Big Bang, il n'existait pas d'atomes stables. Les protons et les électrons, constamment frappés par un flux intense de photons, ne pouvaient pas s'associer durablement. La lumière ne pouvait pas voyager librement, car elle était continuellement absorbée et réémise par cette soupe chaude et dense de particules. Ce n'était qu'après un long refroidissement que les premières de structures élémentaires ont pu apparaître. Environ 380 000 ans après la naissance du cosmos, la température avait suffisamment baissé pour permettre aux électrons de se lier au noyau, formant les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium. Cet événement, appelé recombinaison, a marqué un tournant décisif. La lumière a été libérée, donnant naissance au rayonnement fossile que nous détectons encore aujourd'hui, et l'univers s'est devenu transparent. La formation de ces atomes a été la première étape vers la création de structures plus complexes. Mais au départ, l'univers restait remarquablement uniforme. Les variations de densité héritées des fluctuations initiales étaient minuscules. Pourtant, sous l'effet de la gravité, elles ont commencé à s'amplifier. Dans les régions légèrement plus denses, la matière a commencé à s'accumuler, attirant encore plus de matière et formant des nuages de plus en plus massifs. C'est dans ces poches de densité accrue que les premières étoiles allaient là en naître. Ces premières étoiles étaient très différentes de celles que nous observons aujourd'hui. Immenses, chaudes et éphémères, elles brûlèrent leur combustible en quelques millions d'années seulement, contre plusieurs milliards pour des étoiles comme notre Soleil. Leur rôle cependant a été crucial. Elles ont été les premières usines de l'univers, fusionnant l'hydrogène et l'hélium pour produire des éléments plus lourds. À leur mort, elles ont explosé en dispersant ces éléments dans l'espace, enrichissant ainsi le milieu interstellaire. Sans elles, l'univers serait resté une mer d'hydrogène et d'hélium, incapable de produire les molécules complexes nécessaires à la formation de planètes ou à l'émergence de la vie. La formation des étoiles a entraîné un processus d'organisation encore plus vaste.
celui des galaxies. Sous l'effet de la gravité, les nuages de gaz et d'étoiles nouvellement formés ont commencé à se regrouper pour constituer des structures gigantesques. Certaines de ces galaxies primitives étaient bien plus petites que celles que nous voyons aujourd'hui, mais elles ont fusionné et évolué au fil du temps pour donner naissance aux vastes galaxies spirales et elliptiques qui peuplent le cosmos moderne. Ce processus de croissance, alimenté par des collisions et des fusions, a façonné l'architecture à grande échelle de l'univers. Les premières galaxies ont également joué un rôle déterminant dans une autre transformation majeure, la rayonisation. L'univers, des sondes devenu transparent après la recombinaison, était plongé dans une période de ténèbres. La lumière des premières étoiles et galaxies a percé cette obscurité, rayonisant le gaz intergalactique et modifiant profondément les propriétés de l'univers. Ce processus a marqué la fin des âges sombres et ouvert l'ère de la lumière dans laquelle l'univers est devenu tel que nous le voyons aujourd'hui. La formation des premières structures n'a pas été un processus uniforme. LF1 a été influencé par la répartition de la matière, par la présence de matière sombre et par la dynamique de l'expansion cosmique. La matière sombre, en particulier, a joué un rôle crucial. Bien qu'invisible, elle constituait l'essentiel de la masse de l'univers et exerçait une forte influence gravitationnelle. Elle reformait des halos dans lesquels la matière ordinaire a pu s'accumuler, donnant naissance aux galaxies. Sans cette matière mystérieuse, les structures auraient eu beaucoup plus de mal à se former et l'univers pourrait être resté diffus. L'évolution des structures a également été marquée par des cycles de destruction et de création. Les premières étoiles massives ont explosé en supernovas, projetant leurs éléments dans l'espace. Ces explosions ont déclenché la formation de nouvelles générations d'étoiles, enrichies en éléments lourds. Chaque cycle a contribué à rendre l'univers plus complexe, préparant le terrain pour la formation de planètes rocheuses, d'atmosphères et éventuellement de la vie. À plus grande échelle, la gravité a tissé une toile cosmique reliant les galaxies entre elles. Des filaments gigantesques de matière se sont formés, séparés par d'immenses vides. Cette structure en réseau, que l'on observe encore aujourd'hui, reflète les motifs des fluctuations primordiales, amplifiées par des milliards d'années d'évolution. Elle nous rappelle que même les structures les plus vastes trouvent leur origine dans des irrégularités presque imperceptibles présentes au tout début. L'histoire des premières structures est aussi celle de l'émergence de la diversité. Chaque galaxie a évolué différemment en fonction de sa masse, de son environnement et de son histoire de fusion. Certaines sont devenues des spirales élégantes, d'autres des elliptiques massives ou des galaxies naines irrégulières. Cette diversité est le reflet de la complexité croissante de l'univers, née de l'interaction entre les lois fondamentales et les conditions initiales. Aujourd'hui, en observant les galaxies les plus lointaines, nous voyons ces premiers chapitres de l'histoire cosmique. La lumière qui nous parvient d'elle a voyagé pendant des milliards d'années, nous montrant l'univers tel qu'il était peu de temps après sa naissance. Ces observations sont comme des fenêtres ouvertes sur le passé, nous permettant de retracer les étapes de la formation cosmique. Elles nous montrent comment, à partir d'un nuage d'hydrogène et d'hélium, l'univers a construit les structures qui ont rendu notre existence possible. Mais cette histoire ne s'est pas figée. Les structures continuent d'évoluer, de fusionner et de se transformer. De nouvelles étoiles naissent chaque jour, tandis que d'anciennes s'éteignent. Les galaxies interagissent, s'avalent mutuellement ou s'étirent sous l'effet des marées gravitationnelles. L'univers est un chantier permanent, un processus en cours depuis plus de 13 milliards d'années. La formation des premières structures a marqué un tournant décisif dans l'histoire du cosmos. C'est elle qui a transformé un univers uniforme et simple en un monde complexe et structuré. Elle a créé les conditions nécessaires à l'apparition des planètes, des systèmes stellaires et, finalement, de la vie consciente capable d'observer et de comprendre l'univers. Elle nous rappelle que la complexité ne surgit pas d'un plan préétabli, mais d'un processus naturel d'organisation guidé par les lois fondamentales de la nature. Pourtant, notre regard vers le passé ne s'arrête pas à la naissance des galaxies. L'univers continue d'évoluer et ses premières structures ne sont que le début d'une histoire bien plus vaste. Pour comprendre comment cette histoire s'est poursuivie, il faut se tourner vers les outils qui nous permettent d'observer le cosmos dans ses moindres détails. C'est grâce à eux que nous avons pu reconstruire son passé, cartographier ses structures et percer les secrets de ses origines. L'exploration de cette dimension nous conduit maintenant à un autre chapitre essentiel,
celui de l'observation cosmique qui nous permet de regarder toujours plus loin dans le temps et l'espace, jusqu'aux frontières même du commencement. Depuis que l'humanité a levé les yeux vers le ciel, elle cherche à comprendre son origine, sa structure et son destin. Mais ce qui n'était autrefois qu'une contemplation intuitive est devenu, au fil des siècles, une enquête méthodique et scientifique. Aujourd'hui, grâce à des instruments d'observation d'une précision inimaginable pour nos ancêtres, nous avons la capacité de remonter le temps, de voir l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années et d'explorer ses étapes les plus lointaines. L'observation cosmique n'est pas seulement une fenêtre sur l'espace, elle est aussi une machine à voyager dans le temps. Chaque photon qui nous parvient transporte avec lui un fragment du passé, un indice précieux sur la manière dont le cosmos s'est construit et évolue encore aujourd'hui. Comprendre le cosmos à travers l'observation repose sur un principe fondamental. La lumière met du temps à voyager. Lorsque nous observons la Lune, nous la voyons telle qu'elle était il y a un peu plus d'une seconde. La lumière du Soleil met environ 8 minutes à atteindre la Terre. Mais lorsque nous observons des galaxies lointaines, nous remontons des milliards d'années dans le passé. Certaines des galaxies détectées par nos télescopes émettent leur lumière depuis une époque où l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Observer le ciel, c'est donc lire une histoire qui s'est écrite bien avant l'apparition de notre planète, voire avant l'existence de notre Soleil. L'un des outils les plus puissants pour mener cette exploration est l'observation du rayonnement fossile, cette lumière ancienne qui imprègne encore tout l'univers. Émise environ 381 000 ans après la naissance du cosmos, lorsqu'il est devenu transparent à la lumière, elle constitue une archive précieuse de son état à cette époque. En analysant les infimes variations de ce rayonnement, les scientifiques ont pu déterminer la densité de matière, la géométrie globale de l'univers et même les conditions initiales qui ont conduit à la formation des galaxies. Ce rayonnement agit comme un plan d'architecte cosmique, retraçant les premières étapes de la construction universelle. Mais l'observation ne se limite pas à cette lumière ancienne. Les astronomes utilisent aujourd'hui une large gamme d'instruments pour scruter toutes les longueurs d'onde, de la lumière visible aux ondes radio, en passant par les rayons X et les ondes gravitationnelles. Chacune de ces fenêtres révèle un aspect différent de l'univers. Les ondes radio permettent d'étudier les nuages de gaz froid où naissent les étoiles. Les rayons X révèlent les environnements extrêmes autour des trous noirs. Les ondes gravitationnelles, récemment détectées pour la première fois, offrent un moyen inédit d'explorer les phénomènes les plus violents, comme les fusions de trous noirs ou les collisions d'étoiles à neutrons. L'une des plus grandes révolutions de ces dernières décennies est venue des télescopes spatiaux, libérés des limites de l'atmosphère terrestre. Leurs yeux sensibles ont permis d'atteindre des profondeurs de l'univers auparavant inaccessibles. Le télescope spatial Hubble, par exemple, a transformé notre vision du cosmos en révélant des milliers de galaxies dans ce qui semblait être un simple point vide du ciel. Plus récemment, le télescope spatial James Webb a repoussé encore plus loin ses frontières, détectant des galaxies formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces découvertes ne sont pas seulement des exploits techniques, elles nous permettent de tester nos modèles cosmologiques et d'affiner notre compréhension des premières étapes de l'univers. L'observation cosmique ne se contente pas de confirmer ce que nous savons déjà, elle révèle souvent l'inattendu. Par exemple, les galaxies très anciennes observées par un James Webb semblent plus massives et plus complexes que prévu, suggérant que la formation des structures a été plus rapide qu'on ne le pensait. De telles découvertes obligent les scientifiques à revoir leurs modèles, à affiner leurs théories, parfois même à remettre en question des hypothèses fondamentales. L'univers n'est pas seulement un laboratoire pour tester nos connaissances, il est aussi un maître exigeant qui nous pousse à aller toujours plus loin. L'étude de la lumière des galaxies lointaines permet également d'explorer l'histoire chimique de l'univers. En décomposant cette lumière en ses différentes composantes, les astronomes peuvent déterminer quels éléments sont présents et dans quelles proportions. Cette technique révèle comment les premières étoiles ont enrichi l'univers en éléments lourds, comment les galaxies ont évolué et comment les conditions propices à la formation de planètes se sont mises en place. Elle nous raconte une histoire d'évolution cosmique qui relie les premières étincelles d'hydrogène aux éléments qui composent notre propre corps. L'observation ne se limite pas à l'étude de l'univers lointain. Elle s'étend également à notre environnement cosmique immédiat.
Les planètes, les astéroïdes, les comètes et même les particules de poussière interstellaire sont autant de témoins de l'histoire du système solaire. Leur analyse nous aide à comprendre comment les étoiles et leurs systèmes planétaires se forment et évoluent. Elle nous permet aussi de replacer notre propre monde dans le contexte plus vaste du cosmos. Mais l'observation cosmique est aussi confrontée à des limites. Plus nous regardons loin, plus la lumière devient faible et difficile à détecter. Certaines régions de l'univers sont obscurcies par des nuages de poussière, d'autres sont tout simplement trop éloignées pour que leur lumière nous ait encore atteints. De plus, il existe une limite fondamentale, la surface de dernière diffusion, au-delà de laquelle l'univers était opaque. Nous ne pourrons jamais observer directement ce qui s'est passé avant cette époque. Pour aller plus loin, il faut inventer de nouvelles façons de sonder le cosmos en utilisant des messagers différents de la lumière, comme les neutrinos ou les ondes gravitationnelles. Malgré ces obstacles, les progrès sont constants. Chaque génération de télescopes est plus puissante que la précédente, chaque mission spatiale explore des domaines encore inaccessibles, et chaque découverte ouvre de nouvelles perspectives. L'observation cosmique est un effort collectif et continu, un dialogue permanent entre la théorie et l'expérience. Elle nous permet non seulement de confirmer nos idées, mais aussi de découvrir ce que nous ne savions même pas que nous ignorions. Elle joue également un rôle crucial dans notre perception de l'univers. Avant l'ère des télescopes, notre vision du cosmos se limitait à ce que nos yeux pouvaient percevoir. Aujourd'hui, nous savons que ce que nous voyons n'est qu'une infime fraction de la réalité. L'univers regorge de structures invisibles, de phénomènes que nos sens ne peuvent détecter. L'observation scientifique a élargi notre horizon intellectuel et redéfini notre place dans le cosmos. Mais cette quête d'observation n'est pas seulement un exercice de curiosité, elle a des implications profondes pour l'avenir. En étudiant la lumière ancienne, nous pouvons prédire comment l'univers continuera d'évoluer. En analysant la répartition des galaxies, nous pouvons comprendre la nature de la matière sombre. En détectant l'expansion accélérée, nous pouvons explorer les mystères de l'énergie sombre. Chaque observation n'est pas seulement une fenêtre sur le passé, elle est aussi une clé pour comprendre l'avenir. L'observation cosmique nous montre également que l'univers n'est pas figé. Il change, il évolue, il se transforme en permanence. Des étoiles naissent et meurent, des galaxies fusionnent, de nouveaux mondes apparaissent. L'univers est un organisme dynamique et notre compréhension de lui doit l'être tout autant. Et pourtant, malgré toutes nos observations, une grande partie du cosmos reste mystérieuse. Nous ne savons pas encore ce qu'est exactement la matière sombre, ni ce qui cause l'énergie sombre. Nous ignorons si d'autres formes de matière ou d'énergie existent, ou si des lois encore inconnues régissent les régions inaccessibles de l'univers. Ces zones d'ombre ne sont pas des échecs de la science, mais des invitations à aller plus loin. Elles se nous rappellent que la connaissance n'est jamais achevée et que chaque découverte ouvre de nouvelles questions. Ce regard vers l'univers nous transforme aussi sur un plan plus profond. Il nous rappelle notre petitesse face à l'immensité du cosmos, mais aussi notre capacité à le comprendre. Il nous montre que, bien que nous soyons faits de poussière d'étoiles, nous sommes capables de contempler les étoiles elles-mêmes et d'en percer les secrets. L'observation cosmique n'est pas seulement une quête scientifique, elle est aussi une aventure humaine, un témoignage de notre désir de savoir d'où nous venons et où nous allons. Mais il reste une question fondamentale, que nous révèle le vide lui-même aujourd'hui. Car si l'observation nous a permis de retracer l'histoire du cosmos, elle montre aussi que même les régions apparemment vides de l'espace jouent un rôle actif dans l'évolution de l'univers. Le vide n'est pas un simple décor, il est une composante essentielle de la dynamique cosmique. Comprendre ce vide dans son état actuel, c'est comprendre le moteur invisible qui façonne encore l'avenir du cosmos. C'est précisément vers cette dimension subtile que nous allons maintenant nous tourner.